Merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'être présents à l'ouverture de ces assises de l'énergie qui devraient durer pendant toute une longue matinée. Mais avant toute chose, je voudrais remercier de sa présence Bernard Cazeneuve, notre grand témoin, mais qui ne restera que quelques instants avec nous en fonction de problèmes de santé familiaux, et je l'en excuse, je le remercie du plus profond du cœur, en tout cas, d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous, l'ancien ministre de l'Intérieur qui a connu des événements extrêmement difficiles, comme vous le savez, et les a solutionnés d'une remarquable façon, et le Premier ministre dont on parle encore aujourd'hui, de par la façon dont il prenait le destin de la France. Il a d'ailleurs laissé une marque profonde dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, puisqu'il est à l'origine des fonds spéciaux qui permettent aujourd'hui à Maisons et Cités de rénover son patrimoine d'une façon tout à fait exceptionnelle. Merci au nom du bassin minier, donc mon cher Bernard, pour ce que tu as fait au niveau national, mais essentiellement aussi pour ce que tu as fait au niveau local. Je voudrais naturellement remercier le président du conseil départemental, Jean-Claude Leroy, sans qui cette opération n'aurait pas été possible, et tous les autres acteurs qui nous ont apporté leur quote-part. Tout à l'heure, viendront les uns après les autres nous dire ce qu'ils pensent de la nouvelle donne énergétique, des perspectives de ce qu'il faut faire pour pouvoir réduire nos difficultés par rapport à l'avenir que certains nous annoncent extrêmement noir. Nous sommes ici dans le bassin minier du Pas-de-Calais, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, mais je dis bien du Pas-de-Calais parce que c'est celui qui a produit le plus grand tonnage de charbon de tout ce pays, qui a donc contribué à deux éléments essentiels, je le rappelle en permanence. D'une part, le développement économique de notre pays depuis la fin du XIXe siècle, mais en même temps, un autre élément majeur, le développement social. Sans les mineurs, il n'y aurait sans doute pas eu un développement social aussi important que celui que nous connaissons aujourd'hui et qui fait de notre pays l'un des tout premiers au monde dans ce domaine. Oui. Alors, un bassin minier qui est toujours, je peux dire, en quête de reconnaissance, parce qu'on ne lui a pas toujours rendu ce qu'il a pu apporter au pays tout entier. Et il y a encore des marges de manœuvre extrêmement importantes. Et c'est la raison de cette réunion, de montrer que la mine, eh bien, comme certains peuvent le croire, n'est pas terminée. Vous savez, on dit toujours qu'il y a la richesse d'en haut, mais il y a la richesse d'en bas. Et cette richesse d'en bas, on commence à se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et tout à l'heure, voyant le directeur du BRGM de ce coin, je le saluais avec plaisir. Pourquoi ? Parce que les crédits du BRGM, pour la première fois depuis très longtemps, ont été augmentés pour permettre une meilleure exploration de ce qu'il y a sous nos pieds. Et sous nos pieds, vous verrez, il y a peut-être le sésame magique qui permettra à la France
de connaître une nouvelle donne. C'est ce que j'espère. Je ne la verrai peut-être pas, d'autres ici ne la verront peut-être pas, cette nouvelle donne, mais cette nouvelle donne porte tous mes espoirs, et j'espère que le bassin minier, de cette manière-là, apportera à nouveau, les bassins miniers apporteront de cette manière-là leur contribution à la renaissance de notre pays, tout simplement. Certains d'entre vous pourraient peut-être dire que j'exagère un peu. Je ne le crois pas. Je pense que c'est en ayant cet espoir que tous ensemble, eh bien, nous pourrons avancer dans tous les domaines. Alors, je remercie ici naturellement tous les intervenants qui sont là. Je ne vais pas les citer les uns après les autres. Nous aurons l'occasion de le faire tout à l'heure. Je voudrais néanmoins remercier Madame la sous-préfète de Lens, qui est ici présente et qui, depuis qu'elle est là, nous a apporté sa gentillesse, son dynamisme, son activisme presque, ici ou là. Et c'est un vrai bonheur que d'avoir quelqu'un qui nous comprend, ou en tout cas essaie de nous comprendre, hein, et c'est une bonne chose. Je remercie les sénateurs et députés qui sont présents ou anciens députés, hein, et je remercie donc toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur contribution, sans oublier d'ailleurs mon équipe qui a été mise à très rude épreuve pendant cette période de préparation, mais qui a donné à ces assises le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Merci donc à vous tous et je vous souhaite des travaux plus que fructueux, des travaux qui vous rempliront le cœur et qui vous permettront de rentrer chez vous avec tout le bonheur possible. Merci à tous et je donne tout de suite la parole à Bernard Cazeneuve qui va nous dire un mot et vous l'excuserez naturellement puisque juste après il nous quittera pour retrouver sa famille où il est, je peux le dire ici, indispensable. Mon cher Jean-Pierre, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, mesdames, messieurs les maires, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la sous-préfète, permettez-moi tout d'abord, cher Jean-Pierre, chers amis, de vous dire le très grand bonheur que j'ai de vous retrouver ici. Un bonheur qui résulte du souvenir encore présent des moments que nous avons partagés ensemble lorsqu'il s'est agi, il y a de cela près de 7 ans, de rendre des arbitrages pour faire vivre un projet de revitalisation du bassin minier. À l'époque, j'avais à l'esprit ce qu'avait été l'histoire de votre région, sa contribution qui allait bien au-delà des frontières de ce territoire, au développement de notre pays, à la croissance de son industrie, de ses entreprises, de sa contribution à la production et au rayonnement de notre nation. J'avais aussi à l'esprit un certain nombre de grands discours qui avaient été prononcés sur ce territoire, et notamment dans cette commune. Je pense à l'un des derniers discours de François Mitterrand, évoquant l'histoire du bassin minier de ceux qui, par leur travail et parfois par leur sacrifice, avaient forgé ici, sur ce territoire, une culture, une solidarité, une manière de vivre. Et ce territoire, c'est non seulement la culture résultant de la dureté du labeur des mineurs dans les mines, mais c'est aussi des actions de solidarité nées du développement d'associations, d'œuvres sociales, d'associations de développement culturel qui ont permis à des générations et des générations de mineurs et d'enfants de mineurs d'avoir accès, malgré la rudesse de leur vie, à la culture, au sport, à l'épanouissement personnel. Et donc contribuer à la revitalisation du bassin minier, c'était une manière pour moi, à l'époque où j'étais Premier ministre, de rendre hommage à ceux qui avaient tant donné au pays, mais aussi de rendre hommage à un territoire qui méritait qu'on s'intéressât à lui, compte tenu de ses atouts,
compte tenu de sa géographie et compte tenu aussi des potentialités de développement qui s'offraient encore à lui et dont Jean-Pierre Cucheda dit un mot dans son discours à l'instant. Vous allez consacrer une grande partie de cette matinée de travail aux questions énergétiques. Elles sont absolument essentielles, quel que soit d'ailleurs l'angle à partir duquel on s'attarde à comprendre les enjeux et à dégager des perspectives. Je partirai des considérations les plus lointaines, qui sont peut-être aux yeux de certains d'entre vous les plus générales, mais dont l'actualité montre à quel point ces considérations peuvent impacter jusqu'à la vie quotidienne de nos concitoyens. Je pense au contexte géopolitique. Nous sommes dans une situation où la guerre est revenue sur le territoire européen. Je veux parler ici de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et cet événement, qui a occasionné beaucoup de souffrances et qui conduit un dictateur à mettre à l'épreuve des populations civiles dans des conditions qui sont parfois d'une cruauté et d'une barbarie extrême, n'est pas sans conséquence sur les questions de politique énergétique. Parce que ce que cette guerre a révélé en Europe, et notamment pour un certain nombre de nos partenaires qui dépendaient du gaz russe, je pense plus particulièrement à l'Allemagne, c'est que dans un contexte géopolitique très incertain, qui présente à chacun des pays de l'Union européenne des défis, ne pas être en situation de maîtriser son énergie pour assurer la croissance de sa production et surtout pour affirmer sa souveraineté est un facteur considérable de vulnérabilisation des États. Mais c'est un facteur aussi de vulnérabilisation des populations, puisque l'on a vu que l'impact de la non-maîtrise de l'énergie par les États qui dépendent d'autres puissances ou d'autres ressources qu'ils ne possèdent pas peut avoir des conséquences sur les prix de l'énergie qui sont absolument telluriques pour les ménages qui voient depuis quelques mois maintenant le retour de l'inflation, mais aussi pour des entreprises. Et j'ai eu à m'intéresser à un certain nombre d'industries, et notamment d'aciéries dans le Nord, qui ont été confrontées à une augmentation exponentielle et soudaine du prix de l'énergie, ayant des conséquences absolument dramatiques sur les marges de ces entreprises, allant jusqu'à remettre en cause la possibilité pour elles de poursuivre leur activité. Donc le contexte géopolitique, lorsqu'il impacte les États, parce que les États ne maîtrisent pas les sources de production énergétique qui leur permettraient de garantir leur souveraineté, présente à nous des défis inédits qui impliquent que nous retrouvions le chemin de l'indépendance et que nous soyons capables d'engager des stratégies de politique énergétique garantissant à nos États la possibilité d'être libres, libres de leurs choix, libres de développer leurs économies et libres d'atteindre leurs objectifs climatiques. Il y a donc le contexte géopolitique. Il y a le contexte environnemental. J'ai participé de façon très active, puisque j'étais à l'époque ministre de l'Intérieur à la préparation de la conférence pour le climat de Paris, aux côtés de Laurent Fabius et du président François Hollande. Je me souviens de l'intensité des discussions diplomatiques et de l'activité internationale très intense de Laurent Fabius à l'époque pour que nous puissions atteindre les objectifs de réduction de la température rendue nécessaire par les effets du réchauffement climatique au terme de la conférence de Paris. Mais j'ai aussi conscience du fait que depuis que cette conférence a eu lieu, beaucoup des États qui s'étaient engagés à prendre des dispositions ne l'ont pas fait, et que beaucoup de ceux qui, la main sur le cœur, avaient indiqué vouloir être vertueux, ont oublié leur vertu pour essayer de faire prospérer les affaires de quelques lobbies ou de quelques entreprises qui poursuivent leur chemin dans les États au détriment des objectifs environnementaux que nous étions proposés d'atteindre ensemble. Et ce défi-là, qui est le défi climatique, qui ne va pas sans, là aussi, des choix de politique énergétique extrêmement volontaristes, interpelle les générations les plus jeunes. Nous sommes ici représentatifs de générations diverses. Et la plupart de ceux qui sont dans la salle, si je me réfère au calvitie ou à la couleur des cheveux, pour ce qui me concerne, je peux appartenir aux deux catégories que je viens d'évoquer,
nous appartenons à une génération qui, lorsqu'elle se battait sur un projet politique, se battait généralement pour que le monde de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Les générations nouvelles, celles de mes enfants, qui ont 20 à 25 ans, n'est pas une génération qui se bat pour que le monde soit meilleur, c'est une génération qui se bat pour que la vie soit possible. C'est un tout autre défi que de se battre pour que la vie soit possible et de se battre pour que la vie soit meilleure. Se battre pour que la vie soit possible relève quelque part d'une énergie considérable mise tous les jours sur le métier, non pas pour l'espérance, non pas pour l'espérance seule, mais pour sauver ce qui peut l'être. Et il y a une dimension d'urgence à ce combat qui nous oblige à intégrer que le temps dans lequel nous inscrivons l'action est un temps infiniment plus réduit, infiniment plus urgent, infiniment plus contraint que celui des combats dans lesquels nous étions engagés lorsque, appartenant à ma génération, nous voulions changer le monde, renverser la table et dégager des chemins qui soient des chemins d'enthousiasme et d'espérance. C'est le deuxième enjeu, la situation internationale, la situation climatique. Puis il y a un troisième enjeu. Je dirais qu'il est celui de la justice sociale. C'est une question fondamentale dans un territoire comme le vôtre que celui de la justice sociale. Certains qui sont très attachés à la justice sociale pensent que nous pourrons en atteindre les buts en organisant la décroissance. Ils sont, bien entendu, et très légitimement attachés à atteindre les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont pour les questions environnementales une passion que nous pouvons avoir en partage avec eux, mais la déduction qu'ils font de l'urgence climatique est qu'elle doit conduire à l'organisation de la décroissance. Et les mêmes qui plaident pour l'organisation de la décroissance sont parfois ceux aussi qui sont les plus ardents à dénoncer les injustices sociales et à préconiser que nous puissions, par la fiscalité, organiser la justice par une autre conception de la répartition. Mais j'ai un peu réfléchi à ces questions. Je ne sais pas comment on crée les conditions de la justice sociale et de la répartition s'il n'y a pas de croissance. Car c'est la croissance économique qui rend possible que l'on soit en situation de répartir par l'impôt la richesse créée par le plus grand nombre, de telle sorte à ce qu'elle puisse bénéficier, cette richesse, à ceux que la naissance n'a pas forcément gâtés dès l'origine et qui, en dépit de leur travail, de leur labeur, ne gagnent pas toujours ce qui leur permettrait de vivre bien, correctement pour eux-mêmes et pour leurs prochains. Et donc, le troisième enjeu, il est social. Comment faire en sorte que nous puissions avoir une croissance qui ne soit pas destructrice des biens communs? Comment faire en sorte que nous puissions continuer à avoir la production sans continuer dans la fuite en avant du productivisme qui détruit tout, ce qui est de nature à rendre la vie possible encore sur la planète? Comment faire en sorte, autrement, de créer les conditions d'une production sobre et sûre qui permettrait de faire vivre une écologie qui ne serait pas punitive, qui orienterait résolument la production vers les objectifs de la croissance sobre et sûre, pour permettre d'atteindre les objectifs climatiques sans obérer ceux de la justice sociale. Voilà quels sont les grands sujets qui m'apparaissent comme devant être traités si nous voulons à la fois la souveraineté, si nous voulons réduire les inégalités, si nous voulons atteindre les objectifs pour le climat. Alors comment le faire? Je vois 4 chemins, qui sont 4 chemins d'ailleurs qui dépassent très largement le cadre d'une réflexion nationale et qui devraient, à la veille des élections européennes, inspirer tous les discours de ceux qui croient en l'Europe et qui ne veulent pas réduire l'Europe en une machine institutionnelle destinée à produire simplement des normes et des politiques punitives. La première voie que nous devons emprunter est celle, malgré tout, de la réduction de notre consommation d'énergie. Car la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas par une obligation de sobriété que les sociétés s'imposent à elles-mêmes. Je ne veux pas donner trop de chiffres, j'en donnerai simplement quelques-uns pour éclairer les débats de ce matin.
parce que je suis convaincu que ces chiffres, vous les avez les uns et les autres à l'esprit, mais 60% de la consommation énergétique aujourd'hui en Europe est satisfaite par les énergies fossiles, 60%. Et 40% de l'électricité produite, on parle de l'électrification comme un moyen de décarbonation de la production énergétique, 40% de l'électricité produite l'est par le recours à des énergies carbonées. On pense que l'électricité, c'est nécessairement la décarbonation, mais vous avez de l'électricité produite au gaz, au charbon. Et si nous voulons réussir la décarbonation par l'électrification des usages, qu'il s'agisse des transports, de la production ou du logement, il faudra, bien entendu, que nous parvenions à développer les énergies non carbonées. Je pense, n'y voyez pas un signe de mon tropisme géographique, au nucléaire, mais je pense aussi aux énergies renouvelables, je pense à l'hydrogène vert, je pense aux bioénergies. Donc, réduire la consommation. Deuxième élément fondamental, faire en sorte que l'Union européenne ne définisse pas des politiques exclusivement à travers des exercices destinés à interdire à tel ou tel pays de produire son énergie de façon décarbonée pour des raisons idéologiques. Je pense que l'exercice de taxonomie européenne qui a failli conduire à l'éviction du nucléaire du panel énergétique européen et français était une erreur funeste. L'Europe doit pousser vers la décarbonation, mais elle doit laisser à chaque État le soin de déterminer le mix énergétique de son choix, tenant compte de la singularité de son industrie et de ses moyens de production, et accompagner chaque État dans les choix de politique énergétique qu'il fera, sous réserve toutefois que ces moyens soient décarbonés. Troisième axe fondamental, on voit bien que la question de l'énergie liée au contexte géopolitique a été un élément déterminant du retour de l'inflation en Europe et dans le monde. Et tous ceux qui ont des fonctions électives, et vous êtes nombreux à en avoir, notamment municipales, avaient parfaitement conscience de l'impact de cette augmentation significative des prix sur le pouvoir d'achat des ménages. J'évoquais avec vous tout à l'heure l'impact qu'a le travail engagé sur le bassin minier sur la facture énergétique des ménages habitant les habitations du bassin minier. Vous me disiez que c'est de l'ordre de 50 € à 30 € de moins par mois sur chaque facture. C'est beaucoup moins que nous ne l'aurions espéré avant le choc énergétique et inflationniste que nous avons subi, mais ça n'est quand même pas négligeable pour les ménages les plus modestes. Il faudra donc, c'est le troisième axe, que l'Union européenne aide les États à accompagner les familles les plus modestes dans la transition énergétique, qu'il s'agisse du choc que représente l'adaptation des comportements des ménages à la transition énergétique, mais que l'Union européenne accompagne aussi les investissements nécessaires à cette transition, qui sont évalués pour les 30 prochaines années pour l'Union européenne à 5 000 milliards d'euros d'investissement. Je ne sais pas comment on fait 5 000 milliards d'euros d'investissement pour arriver à la neutralité carbone dans une Union européenne qui continuera, pour des raisons tout à fait dogmatiques, à refuser la mutualisation de la dette entre les États, à refuser que la Banque centrale européenne n'accompagne les États dans l'effort d'investissement qu'ils feront sur les sujets les plus stratégiques, sauf à vouloir voir l'Europe renoncer à sa souveraineté et à sa marge de manœuvre. Enfin, et c'est le dernier point que j'évoquerai, parce qu'il est déterminant, on ne peut pas à la fois demander aux ménages de renoncer aux véhicules thermiques, de faire les investissements qui conviennent dans les habitats collectifs pour faire en sorte que la facture énergétique diminue, et ne pas faire l'effort qui convient pour rendre l'effort demandé aux ménages supportable par eux-mêmes. J'évoquais l'effort d'investissement qui doit être fait, mais il n'y a pas que cela. Je prendrai un exemple très concret qui me frappe beaucoup. Tous les acteurs politiques, lorsqu'ils veulent témoigner de leur sensibilité écologique, parlent du véhicule électrique. Le véhicule électrique est devenu vraiment
l'argument absolument symbolique et emblématique de la détermination des élus à accéder à la neutralité carbone par les transports. Je mets de côté la question des transports en commun. Mais pour passer du véhicule thermique au véhicule électrique et accompagner la décarbonation de la production, des transports et de l'habitat, il faut passer d'une production d'électricité de quelques 400 TWh à 750. Bon. Et par ailleurs, il faut, si l'on veut que cette électricité soit décarbonée, faire des investissements massifs, c'est-à-dire créer des tranches supplémentaires nucléaires, développer massivement les énergies renouvelables. Et par conséquent, si tous ceux qui sont sensibles à l'écologie et qui créent des zones à défendre se mettent à créer des zones à défendre à chaque fois qu'on fera des structures ou des infrastructures destinées à atteindre des objectifs climatiques, et si à chaque fois que l'État prend une décision, son autorité se trouve contestée par tous ceux qui ont en détestation l'État, y compris lorsqu'il veut atteindre des objectifs environnementaux, tout ce dont on vient de parler rapidement et que vous allez amplement développer ce matin sera très difficilement accessible. Et donc, si l'on veut atteindre les objectifs, par exemple, de développement du véhicule électrique, il faudra qu'il y ait des usines de séparateurs de batteries, notamment dans votre région. Je sais que le président de région et les présidents des départements y travaillent. Il faudra les implanter. Elles pourront être implantées sur des terrains qu'il faudra bien, à un moment donné, aménager et organiser. Il faudra qu'il y ait des bornes électriques partout pour que les véhicules puissent être alimentés. Et il faudra une production d'électricité décarbonée qui conduira à créer des tranches supplémentaires de centrales nucléaires, à développer des champs d'éoliennes offshore, à développer des champs d'éoliennes terrestres, à développer des infrastructures pour l'hydrogène vert. Et donc, et je termine par là, si je suis un républicain ardent, attaché à l'autorité de l'État, c'est pas parce que je suis nostalgique de l'époque où tout le monde répondait à l'injonction du préfet, du sous-préfet, du ministre, du maire, le doigt sur la couture du pantalon, et que je rêve d'une société d'ordre absolu où nul n'aurait à contester quoi que ce soit dès lors que ceux qui seraient investis d'une légitimité auraient commencé à s'exprimer. Je pense même plutôt le contraire. Je suis un disciple de Montesquieu. Je crois que par la disposition des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais si, en revanche, on pousse la logique du pouvoir qui arrête le pouvoir jusqu'à l'idée que le pouvoir est contestable par nature et que tout ce qui émane de lui doit être contesté, y compris ce qui est pertinent, alors nous ne ferons rien de ce qui est utile. Et nous ne ferons même rien de ce qui est urgent. Et donc je pense qu'il y a un lien entre la pensée républicaine, la reconnaissance de l'autorité de l'État et la conduite des mutations écologiques, énergétiques fondamentales dont le pays a besoin. Et que si nous ne sommes pas capables de reconnaître l'État dans son autorité, nous ne saurons pas marier l'efficacité économique et la justice sociale. Nous ne saurons pas rendre harmonieux l'objectif écologique de transition énergétique avec celui de la production. Et nous ne saurons pas non plus contribuer à l'établissement d'un ordre international qui protégera notre souveraineté et qui fera en sorte que le droit ne s'efface pas systématiquement face aux logiques de la force. Voilà quelques-uns des enjeux que je voulais évoquer avec vous ce matin, en ayant été trop long, mais en vous laissant les uns avec les autres, dans la passion que vous avez des sujets que vous avez mis à l'ordre du jour de vos débats, aller bien plus loin dans la réflexion que je ne l'ai fait ce matin, en approfondissant chacun des sujets et en formant le vœu qu'ici, une fois de plus, parce que c'est là la coutume, on puisse, à partir de ce territoire, faire prospérer et phosphorer des idées qui seront utiles à la nation tout entière. Merci à vous et tous mes vœux pour vos travaux ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, mon cher Jean-Pierre, merci de nous avoir invités pour la deuxième fois aux Assises de l'énergie. Et donc, nous allons essayer d'éclairer d'un point de vue à la fois scientifique et puis technologique la dimension énergétique, en particulier en lien avec l'hydrogène natif, puisque c'est le terme qui est employé au niveau de la Direction générale de l'énergie et du climat. Donc, le titre, c'est « Une année après,
qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce que vous a dit. L'introduction, je vais la passer. Jean-Pierre nous l'a dit. On va vous faire cet exposé à 2 voix, comme on l'avait fait l'année dernière. Donc Jacques Pironon, géologue, et moi-même, qui sont physico-chimistes. Et bien sûr, les recherches ne se font jamais seules, c'est toujours un travail d'équipe. Et puis, vous avez en dessous l'ensemble des chercheurs, des ingénieurs, des industriels qui ont travaillé à ce projet-là. Alors, ce projet-là, on le dit toujours, c'est une véritable réussite de collaboration à la fois entre le monde académique et puis à la fois le milieu industriel. Donc, il y a un an, quand on vous faisait cet exposé, le titre, c'était du méthane à l'hydrogène, histoire d'une découverte inattendue. La langue française est suffisamment riche. Ce type d'action porte un nom, ça s'appelle la sérendipité. Eh bien, nous avons découvert ça et nos recherches sont des recherches qui sont empreintes de sérendipité, c'est-à-dire le fait de faire une découverte par hasard, mais qui a quelque part des attendus, des retombées fructueuses, notamment dans le domaine des sciences. Alors, juste un petit cadre, ces résultats-là, ces avancées scientifiques et technologiques ont eu un creuset. Ce creuset, c'est un projet de recherche et de développement, le projet Régalor, ressources gazières de Lorraine, qui était un projet qui était universitaire. Il était financé à la fois par l'État, au travers du pacte Lorraine, par la région Grand Est, qui était un soutien financier, et l'Europe au travers de fonds européens de développement régional, dans notre jargon, ce qu'on appelle le FEDER. Donc c'était un projet qui appliquait des laboratoires, pas seulement des laboratoires des sciences dures, impliquait aussi un consortium de laboratoires de sciences humaines et sociales, et puis on avait un partenaire industriel qui a permis cet échange entre le milieu académique et le milieu industriel. La Française de l'énergie a mis à disposition des scientifiques un site d'études et d'expérimentation sur la commune de Fauche-Villers, c'est en région Grand Est, en partie Moselle-Est. Et vous voyez sur ce site, la photo, sur cette diapositive, la photo du site. Vous avez sur la droite un forage. On avait 3 forages à notre disposition. Le premier forage, c'est un forage que nous avons fait à moins 24 mètres, moins 34 mètres, depuis pratiquement plus de 3 ans. Régalor s'est terminé le 31 décembre 2023. Depuis 3 ans, nous enregistrons en permanence, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, les concentrations en gaz dans le sol. Pourquoi? Parce que nous, en tant que scientifiques, eh bien, ça nous fait une véritable ligne de base géochimique. Et ensuite, si quelque part on développe une activité industrielle, eh bien, on saura si on a une anomalie, un dysfonctionnement, on saura si c'est lié à une variabilité naturelle ou pas. Et donc, on avait ce forage-là. On a un forage au milieu sur lequel on a aussi expérimenté, qu'on a développé des systèmes de mesure, qui était le premier forage dévié qui a été fait par la Française de l'énergie. Donc, on est en vertical et puis ensuite, on dévie et puis on va à l'intérieur des veines de charbon. Ce forage-là descend à 1400 mètres de profondeur. Et vous avez sur l'extrême gauche le forage qui est un forage de reconnaissance, qui est un puits de reconnaissance qui avait été foré et qui descend jusqu'à 1300 mètres de profondeur à peu près. Et c'est dans ce puits-là que nous avons, pour la première fois, été capables d'évaluer un profil d'évolution des concentrations au gaz en fonction de la profondeur. Alors, ces recherches-là, elles ont pu voir le jour parce que nous avons réussi à faire une innovation technologique. On s'était dit avec Jacques Pironon, eh bien, pour pouvoir être capable de mesurer les concentrations de gaz avec certitude, il faut qu'on ait un outil qui les mesure directement in situ, à grande profondeur, c'est-à-dire aux alentours de 1200 mètres de profondeur, là où il y a des pressions qui sont de l'ordre de 120 bars. C'est ce qui a été fait en collaboration avec une société européenne dont la maison mère est suisse, c'est la société Solexpert. Et vous avez sur la partie gauche eh bien, la sonde qui a été développée, cette sonde qui permet de faire une mesure des gaz in situ et continue à grande profondeur. Le challenge technologique, c'est que le diamètre de cette sonde-là fait seulement 6 cm. Donc on a dû tout miniaturiser pour pouvoir faire ce type de mesure-là. À l'époque, en mars, quand on était venu là il y a un an, eh bien, on était en phase de dépôt de brevet. Le dépôt de brevet a été accepté et il a été déposé et il a été accepté en avril 2023. Donc, il fait l'objet d'un dépôt européen. Alors, cette sonde-là, eh bien, il y a un an, on l'a développée. Une première version, une version de mesure, donc monitoring en continu. C'est ce que vous voyez sur la partie haute.
si on peut mettre en route la petite animation. Donc on descend, on est dans le puits vertical de Folchwiller, on descend notre sonde. Vous voyez qu'on est au niveau du puits et toutes les petits triangles jaunes montrent que ce puits-là est perforé et donc communique avec le milieu géologique environnant. Donc il est en équilibre, donc on peut faire la mesure à l'intérieur. Il faut savoir que sur la commune de Folchwiller, et généralement partout en France, le sous-sol est en noyer, et sur la commune de Folchwiller, à partir de 40 mètres, on est en noyer. Donc on fait une mesure de concentration de gaz dissous qui sont dans le sous-sol. Ça, c'est une véritable révolution technologique. Ça, c'était la première, et vous avez vu, Jacques vous en parlera. Quand on était l'année dernière, on s'était arrêté à 800 mètres. On est descendu au moment où on vous parle, on est aux alentours de 1250 mètres et les concentrations d'hydrogène ont été croissantes et à 1250 mètres, on a 20%. On reviendra sur ce profil-là. On a continué notre travail et on a fait une deuxième version, une version 2 qui est une version dédiée à l'exploration. Parce qu'on s'est dit, le monitoring c'est bien, mais il faut qu'on puisse aller un peu partout sur la planète, un peu partout dans les régions pour pouvoir faire une exploration. Et sur le petit film, vous allez suivre en direct une campagne d'exploration qui dure au maximum 2 jours. Donc cette campagne-là, vous l'avez illustrée sur le site de Triclin, qui était aussi un forage dévié. Donc, imaginons qu'on soit lundi, on arrive lundi matin, les équipes arrivent, elles installent ce dispositif mobile qui est un dispositif de treuil et de contrôle qui va permettre de descendre la sonde à l'intérieur du puits. Donc, on installe le premier étage de la sonde, du système de mesure. Cette sonde-là, les gaz vont permettre de rentrer à l'intérieur. Et le deuxième élément, le deuxième étage de cette sonde, donc on est dans la version 2, c'est l'étage qui va permettre de faire de l'échantillonnage directement à très grande profondeur. Donc voilà, vous avez une illustration, donc on descend, donc d'un point de vue scientifique c'était extrêmement intéressant. Toute la première partie verticale ne communique pas avec le milieu géologique et on est directement là dans les veines de charbon. On a fait cette mesure, on est le lendemain, on est mardi, on est aux alentours de midi. À midi, les mesures sont faites, on est sûr que les mesures sont à l'équilibre. Et immédiatement, au début d'après-midi, eh bien, on recueille les ampoules de prélèvement de gaz et puis on les analyse. On a aussi une unité mobile d'analyse et on fait des analyses dans un premier temps par spectroscopie Raman. Avec cette spectroscopie, on va déterminer les compositions en gaz, mais on va se spécifier sur l'azote et l'hydrogène. Et puis immédiatement, donc vous voyez ici un spectre, donc un profil qui montre la présence d'hydrogène, et immédiatement on fait une deuxième type d'analyse, une analyse infrarouge, dans laquelle on va avoir le reste de composition gazeuse. Et là, on est en milieu d'après-midi, et on a fait aussi du prélèvement d'eau, et on fait aussi en continu analyse de gaz et analyse d'eau. Donc en 2 jours et demi, eh bien, on sait si dans le puits, quelle est la nature des gaz, quelle est leur concentration, et donc s'ils sont potentiellement intéressants d'un point de vue énergétique. Et les résultats de ces mesures-là, l'avancée, eh bien, va être dite par Jacques Pironneau. Vous avez ici 2 repères qui sont importants pour nous maintenant, parce que quand on vient à Liévin tous les ans, donc ça nous permet de nous caler dans le temps. Donc globalement, l'an dernier, nous étions à peu près à ce niveau-là. Et donc là, vous voyez la concentration en hydrogène dissous donc dans l'eau, dans le forage, qui augmente avec la profondeur. Et on a atteint ici des valeurs qui sont de l'ordre de 3 mg par litre donc, d'hydrogène. Donc ce que l'on avait suspecté l'an dernier, ce qu'on vous avait présenté, c'est-à-dire cette augmentation avec la profondeur, eh bien, elle s'est confirmée tout au long des mesures de l'année passée. Alors on peut s'intéresser également au cortège gazeux, c'est-à-dire pas seulement à l'hydrogène qui est présent dans le milieu, mais aux autres gaz. Le gaz dominant reste quand même le méthane, mais dont on voit que la concentration a tendance plutôt à se stabiliser avec la profondeur. Ici, vous avez la concentration dans le mélange en hydrogène. Vous voyez qu'on atteint les 20% donc, en bas de forage. L'augmentation est donc quasi linéaire de l'hydrogène avec la profondeur. Et puis si vous faites le calcul, vous ne bouclez pas à 100, tout simplement parce que vous avez environ 5% d'écart qui correspond à la présence d'un autre gaz qui est l'azote, qui est présent dans le milieu souterrain. Une des surprises pour nous a été de noter qu'il n'y avait pas de CO2, puisqu'on a 200 ppm en fait, de CO2 dans le mélange gazeux dans le sous-sol. C'est moins que le CO2 qui est dans l'atmosphère. Donc on a compris pourquoi, hein, tout simplement parce que l'acidité de l'eau, en fait, des formations géologiques est très atypique sur le bassin carbonifère, puisqu'on
On est sur des pH qui sont très élevés, qui sont aux alentours de 9,5 environ. Et dans ces conditions de pH, eh bien, le CO2, comme l'H2S, qui est aussi un autre gaz dit acide, ne sont pas présents, ces espèces ne sont pas présentes. On a des espèces ioniques qui sont dissoutes dans l'eau. Alors, vous voyez ici le type de mesure qui a été fait depuis l'an dernier, donc quelque chose de nouveau qu'on ne vous avait pas présenté jusque-là, qui est la possibilité avec nos équipements aujourd'hui de descendre jusqu'au niveau des veines de charbon. Et en fait, vous voyez ici des perforations dans les forages. Ça veut dire tout simplement qu'on a la possibilité, nous, de faire une mesure en descendant la sonde ici en fond de forage, directement dans la veine de charbon et de collecter en fait l'eau qui est dans la veine de charbon et de pouvoir faire donc des mesures. Et on a été assez surpris de noter que sur des veines situées à environ 900 000 mètres de profondeur, eh bien, la teneur en hydrogène était très basse, beaucoup plus basse que ce qu'on a dans les formations et dans les interbans, en fait, dans le stérile qui était mesuré précédemment, puisqu'on atteint des concentrations d'hydrogène assez faibles, inférieures à 0,1%. Alors évidemment, il faut essayer de comprendre pourquoi on a ces différences. Eh bien, les conclusions majeures du travail qui est mené aujourd'hui nous conduisent à ces conclusions, c'est que les gaz qu'on mesure sont tous dissous dans l'eau, que l'hydrogène est toujours associé au méthane et à l'azote, et qu'on a donc un nombre de gaz finalement assez limité dans ces formations. On a remarqué que l'hydrogène était essentiellement concentré dans les sédiments ou dans les stériles, donc pas dans les couches de charbon, et que sa concentration croît avec la profondeur. On a confirmé que le méthane était très concentré, par contre, lui, dans les couches de charbon, alors que l'hydrogène est à l'état de trace. On en conclut que le méthane s'est formé dans les veines de charbon, ce qui n'est pas quelque chose de révolutionnaire et de très nouveau par rapport à ce qu'on sait de la production du méthane dans ce type de formation. Ce qu'on remarque quand même, c'est que ces couches de charbon, elles sont finalement assez étanches au gaz, puisque l'hydrogène qui environne donc ces couches ne pénètre pas à l'intérieur de ces couches, et qu'on a un gradient de concentration entre l'extérieur et l'intérieur qui est important. Et ça nous permet de conclure que l'hydrogène est produit à grande profondeur. Alors on évoque un chiffre, on considère pour nous que le moteur, à l'origine de la production d'hydrogène, est situé à environ 5 km de profondeur. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les hypothèses qu'on retienne, et aujourd'hui on en retient deux, en fait, sur les mécanismes qui sont à l'origine de la production d'hydrogène, on a une première hypothèse qui est en fait une réaction chimique entre l'eau et des minéraux qui sont présents dans la roche et qui sont, en l'occurrence ici, des carbonates de fer. Et donc on a ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction qui va conduire à la déstabilisation de l'eau et à la production d'hydrogène. Donc ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse qu'on a validée au laboratoire par des expériences au laboratoire, on a été capable de reproduire le fait qu'à grande profondeur, donc quand la température est élevée, on a aussi une réaction chimique du charbon en présence d'eau et qu'on observe dans ces conditions la présence et la production d'hydrogène. Alors pour symboliser sur l'hypothèse numéro 1 de réaction entre de l'eau et puis des phases minérales, eh bien si vous mettez en contact de l'eau et ces phases minérales, à condition évidemment de chauffer votre système, d'avoir des températures élevées, au-delà de 150 ou 200 degrés, eh bien vous allez déstabiliser l'hydrogène. La molécule d'eau, par contre, vous allez produire de l'hydrogène et puis un résidu, un minéral un peu différent du minéral initial, qui est une phase oxydée. Alors, dans les deux cas, c'est-à-dire qu'à la fois, si on considère une réaction chimique entre de l'eau et des minéraux ou une réaction entre le charbon et l'eau, eh bien, il nous faut de la température, parce qu'à froid, ces réactions ne vont pas se produire. Et donc, la température minimale requise pour que cette réaction ait lieu est de l'ordre de 150 degrés. Et dans le bassin lorrain, 150 degrés, vous savez que la température augmente avec la profondeur. On est de l'ordre de 30 degrés par kilomètre sur le gradient géothermique en Lorraine. Eh bien, ça nous implique une profondeur minimale de 5 km. Donc, le moteur d'hydrogène, il est très profond. Et on a une particularité sur le bassin lorrain, c'est que les sédiments carbonifères sont très puissants, puisqu'on a aux alentours de 6 à 7 km de sédiments sous nos pieds.
Donc voici globalement la carte qui représente le gisement, qui est un gisement important, puisqu'on est sur une surface d'environ 16 000 km² au niveau de la Lorraine. On a considéré, nous, pour essayer de faire des estimations de ressources potentielles en hydrogène sur cette région, on a considéré seulement les 3 km supérieurs donc, de la pile sédimentaire et non pas les 6 ou 7 que l'on connaît. On a un certain nombre d'indicateurs importants pour pouvoir faire ces calculs de ressources. C'est évidemment la porosité moyenne de la roche qui est assez faible, 7%, c'est assez peu. Et puis nos données mesurées en puits ou extrapolées à 10 mg par litre à 3 km de profondeur. Donc ça, ce sont des extrapolations qu'on a pu mener et qui nous conduisent à évaluer une ressource hydrogène sur le bassin carbonifère lorrain de l'ordre de 34 millions de tonnes. Alors évidemment, ça doit être raffiné, puisque pour l'instant, on a des données qui sont essentiellement acquises sur cette zone ici, et donc il faut disposer d'autres forages. Malheureusement, on est limité en accès dans le sous-sol, et ça fait partie des travaux qui seront menés dans la suite du projet. Alors tout ça a évidemment eu un petit écho, vous en avez entendu sans doute parler. On a été un petit peu surpris aussi par l'écho donné à nos recherches, puisque non seulement dans la presse locale, mais dans la presse nationale, mais aussi à l'international, on a beaucoup parlé de la Lorraine, on a beaucoup parlé de la commune de Folgevillers, qui est très fière aujourd'hui de faire la une d'un certain nombre de journaux, comme le New York Times par exemple, et qui réfléchit à son propre développement futur. Et évidemment, tout ça a eu un écho au niveau national, mais aussi international en matière de stratégie hydrogène. Juste quelques petits rappels ici sur les usages de l'hydrogène en France. Donc aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène en France pour produire essentiellement des engrais, donc de l'ammoniac, pour produire du méthanol, pour produire des carburants de synthèse et raffiner donc des produits pétroliers. En France, le marché, c'est 1 million de tonnes d'hydrogène produit chaque année. Et le marché mondial, c'est l'ordre de 80 millions de tonnes par an. Et donc, vous l'avez vu et vous l'avez sans doute entendu, l'hydrogène est devenu une priorité nationale, puisque Emmanuel Macron l'a déclaré lors de sa dernière visite à Toulouse, c'était en décembre dernier, sur son point d'étape sur France 2030. Où il a considéré que l'hydrogène naturel était devenu donc une priorité nationale. Donc, à l'horizon 2030, on a toujours ces objectifs qui sont au niveau européen de produire 20 millions de tonnes par an, avec une production pour moitié intracommunautaire. Et juste pour vous donner une échelle de grandeur, sur la région Grand Est, l'horizon 2030, c'est une production de 90 000 tonnes par an. Et aujourd'hui, on a des inquiétudes, car on n'est pas sûr du tout de pouvoir atteindre ces chiffres. C'est pourquoi, évidemment, nos travaux montrent beaucoup d'intérêt pour les différentes communautés, et notamment politiques. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Au niveau français, il y a eu un permis d'exploration qui a été accordé sur l'hydrogène dans le sud-ouest. Donc, ça vient d'être acté. En parallèle, la Direction générale de l'énergie et du climat a lancé une feuille de route dont l'objectif est de rédiger pour la fin de l'année 2025 un rapport sur l'état des connaissances en matière d'hydrogène naturel sur le territoire français, donc à la fois métropolitain et en Outre-mer. En parallèle, il y a de la part de la présidence de la République une demande auprès de l'Académie des sciences pour obtenir, et ça devrait être le cas cette semaine, un rapport d'évaluation sur la filière hydrogène en France. Et de notre côté, eh bien, c'est la demande et le dépôt d'un projet pour continuer donc, le projet Régalore, entrer dans sa phase 2 avec des objectifs assez différents de ceux que nous avions développés pour le premier, puisque nos objectifs concernent non seulement l'exploration, comme je vous l'ai dit, pour avoir une meilleure idée de l'extension du gisement, d'avoir aussi des arguments pour évaluer les ressources, mais surtout aussi pour pouvoir développer de nouvelles stratégies d'exploitation des gaz, car on est dans un modèle de production de gaz qui est original, qui est différent de l'exploitation de gaz classique, puisqu'on n'est plus sur de l'exploitation de poches de gaz dans le sous-sol, mais on est sur de l'extraction
de gaz qui est dissous dans l'eau. C'est un concept complètement nouveau qu'on peut appliquer bien sûr à l'hydrogène, mais à tous les autres gaz qui sont présents dans le sous-sol. Et ce sera un des objectifs du projet Régalore 2, qui devra être développé, on l'espère, en même temps qu'un permis d'exploration d'hydrogène aura été accordé à la Française de l'énergie sur la région Grand Est. Ça fait partie des objectifs. Vous avez vu qu'on s'arrête à 1250 mètres de profondeur. On a l'objectif de descendre à 3000 mètres de profondeur au travers d'un nouveau forage. Donc on va valider ces hypothèses-là. Quant au taux de renouvellement de cet hydrogène, enfin de cet hydrogène dissous, on a fait des premières simulations. On a asséché une partie basse du puits et puis on a mesuré la remise en eau, l'arrivée en eau. Donc c'est quasiment instantané. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, c'est qu'on a suivi la signature isotopique. Donc là, on a une signature isotopique de l'hydrogène qui était présent. Donc on a asséché la partie basse du puits. On a fait une remise en eau qui est arrivée pratiquement instantanément et on a mesuré la signature isotopique de cet hydrogène comparé par rapport à l'hydrogène qui était en place. C'est rigoureusement la même signature isotopique. Donc au moment où on vous parle, les équipes de Solexpert, on est en train de continuer à faire ces mesures de renouvellement pour valider ces arrivées de flux et la notion de flux en termes d'hydrogène dissous. Ça, c'est pour la première partie. Et pour la deuxième partie sur la géothermie et la température, bon, l'objectif, ce n'est pas d'exploiter à 5000 mètres de profondeur. L'objectif, ça sera sans doute de faire une exploitation à 3000. Bon, c'est toujours un compromis entre les coûts, bien sûr, mais aussi dû au fait qu'il y a quelques limitations techniques et technologiques, parce que plus on sera profond, plus c'est chaud, et plus c'est chaud, plus c'est compliqué, hein, en règle générale. Donc il nous faut des capteurs, il nous faut des membranes qui résistent à la température. Donc on n'est pas sûr d'avoir ce type aujourd'hui d'équipement sur le marché et de pouvoir les développer. Donc on va rester dans des températures qui seront inférieures à 100 degrés, en règle générale. Ça n'empêche que ce sont des températures, en effet, qui sont intéressantes pour des applications de type géothermie. Donc la géothermie, ça fait partie aussi de travaux qui sont soutenus par l'État aujourd'hui, qui nous demandent aussi de contribuer à une réflexion générale sur le territoire national, sur les opportunités de faire de la géothermie. Le couplage de géothermie avec d'autres exploitations du sous-sol, c'est toujours quelque chose de compliqué. La coactivité, c'est quelque chose de difficile à gérer. Donc dans l'absolu et sur le papier, ça marche. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut y aller étape par étape et que pour le moment, on ne sera pas capable, en tout cas, de produire à la fois de l'hydrogène et de la chaleur. Je pense qu'on a déjà assez à faire comme ça. Merci. Oui. Je voudrais simplement vous demander à tous les deux, là, ce que vous avez découvert là en Lorraine, c'est bien. Et en plus de ça, je suppose que vous allez prospérer sur ce secteur-là largement, mais est-ce que ça a des chances, de grandes chances, de s'appliquer aux autres régions et en particulier aux anciens bassins miniers qui peuvent exister en France, le nôtre ici, et dans le centre-midi et d'autres petits bassins qui peuvent exister dans ce pays? Donc on l'a vu pour l'instant au niveau de nos conclusions, on considère que le moteur donc, de la production d'hydrogène est quelque part dans des environnements assez profonds. Donc ça veut dire que ce type de gisement, et si on veut définir un guide de prospection, doit nous conduire vers des gisements dans lesquels on a eu des accumulations de sédiments importants pour avoir une pile sédimentaire qui atteigne environ ces 5 km. Après, ce n'est pas si simple que ça non plus, puisque l'hydrogène peut être aussi généré par ce qu'on a sous la pile sédimentaire. Hein. Donc un bassin sédimentaire, c'est une accumulation de sédiments sur un socle. Donc ce socle, lui, généralement, on ne le connaît pas toujours très très bien, mais il peut lui aussi être une source d'hydrogène. Et donc c'est d'ailleurs des hypothèses qui sont formulées sur la plupart des autres gisements qu'on rencontre sur la planète. Donc la condition, oui, c'est qu'on ait quelque part le moteur qui soit à l'origine de la production d'hydrogène, qui soit situé à 5 km. Donc il faut reprendre la géologie des différents sites et des différents bassins d'intérêt pour voir si potentiellement, dans ces profondeurs, on peut avoir une espèce de réaction chimique qui peut se mettre en place pour produire l'hydrogène. Donc au niveau des Hauts-de-France... Donc pour trouver, il faut chercher. Oui, mais on sait à peu près... On trouve qu'est-ce qu'on cherche. Voilà.
Jacques vous a dit on a des débuts de guide pour aller chercher dans le bassin des Hauts-de-France. Donc on a cette pile sédimentaire. Donc on a un contexte géologique qui est favorable. Donc c'est des choses dans le cadre de Régalore 2 qu'on est en train de regarder avec la Française de l'énergie et le BRGM. On a fait un recensement au niveau de la région Grand Est des puits. Le BRGM a fait un recensement, puisqu'il sera partenaire de Régalore 2, un recensement des puits qui étaient potentiellement accessibles au système de mesure assez rapidement. On en a trouvé une quarantaine au niveau de la région Grand Est, donc c'est déjà bien. On est en train de regarder aussi au niveau des Hauts-de-France et sélectionner un certain nombre de puits. Mais il n'y a pas que ces environnements charbonneux, il n'y a pas que vous voyez, dans le sud-ouest, le permis qui a été octroyé dans le sud-ouest, on n'est pas du tout dans le même type de formation géologique, et pourtant, il y a des indicateurs sur le papier, il n'y a pas de mesures qui ont été réellement faites, il n'y a surtout pas de profil en profondeur qui ont été faits, mais il y a des indicateurs sur le papier qui sont positifs, qui clignotent au vert pour la recherche d'hydrogène. Vous avez vu que ce programme de recherche-là, Régalore 2, on l'a volontairement dimensionné sur 3 ans. C'est-à-dire 3 ans, vous avez vu qu'on veut faire exploration, estimation des ressources et exploitation, c'est-à-dire déboucher sur des outils industriels qui vont permettre l'exploitation de ces gaz dissous-là. Pas nécessairement que de l'hydrogène, ça sera une décision politique. Donc on pousse sur 3 ans. La demande de permis de la Française de l'énergie, pour me dire ça, a été déposée. Nous, on interroge régulièrement, nous, en tant que scientifiques, parce que ça nous donne un contexte aussi dans le cadre de nos recherches. On a encore interrogé il y a une quinzaine de jours la Direction générale de l'énergie et du climat sur savoir où on était l'instruction de cette demande de permis d'exploration. Ils nous répondent que c'est en cours. C'est les échanges qu'on a eus avec votre président de département pour essayer d'accélérer les choses. On est, comme l'a signalé Bernard Cazeneuve, on est dans une urgence climatique. On a là des programmes de recherche et de développement où on a une dimension finalisée relativement importante. Nous, on aimerait bien que les dossiers qui vont permettre éventuellement d'apporter des solutions sur un dimensionnement énergétique, ces dossiers-là soient traités avec aussi une dimension urgente. Donc on pousse et on essaye de pousser pour que les instructions soient réduites. Donc si les temps d'instruction prennent en compte la dimension urgente, la dimension climatique urgente, et que les temps d'instruction sont en rapport, eh bien, on tiendra ces délais de 3 ans. Bien évidemment, l'hydrogène natif, on regarde comme toutes les productions d'énergie aujourd'hui. Nos chercheurs sont bien évidemment en veille. Donc aujourd'hui, nous ne nous positionnons pas là-dessus, puisqu'on en est encore à l'état de la recherche, mais bien évidemment, nous serons là le jour où éventuellement la production est possible. Mais à ce stade, aujourd'hui, on peut vraiment pas s'engager, bien sûr. Un point quand même important sur lequel on discute beaucoup avec Jean-Pierre, c'est quand même l'aspect hasard de la chose. Le fait que cette trouvaille, on l'a faite en regardant d'autres choses. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a vraiment une prise de conscience qui a été nécessaire en France et peut-être un peu en retard. On cherche aussi des métaux rares, on cherche du lithium. Il y a une prise de conscience dans la recherche qui est nécessaire pour trouver. Pour ce qui est des bassins miniers, clairement, vous l'avez compris, il y a une corrélation. Clairement, avec l'accès à tous les puits de mines, ça fait partie des campagnes qu'on va aller regarder. Vous savez que certains puits de mines dépassent les 1000 mètres de profondeur, naturellement. C'est même pire en Belgique, je dirais. On descend jusqu'à 1200, 1300 mètres de profondeur. Ils sont souvent pleins d'eau. Donc, en effet, je pense que ça fait partie des réflexions. Alors, à quelle vitesse ça va se faire? Dans quel ordre? J'en sais rien du tout. Mais il y a clairement un enjeu d'aller travailler sur l'existant, parce que ça a été l'objet de la découverte. Le puits est présent, on va voir, on va peut-être trouver des traces, on ne va pas en trouver, mais l'avantage, c'est de bénéficier de toute cette historique et toute cette exploitation des charbons qui pourrait servir à autre chose aujourd'hui, je dirais, pour trouver de l'hydrogène. Donc, ouais, ça va prendre le temps que ça va prendre. Clairement, le message est toujours le même, on voudrait accélérer. Je pense qu'on va en parler aussi dans chacun des domaines des présentations d'aujourd'hui. Il faut qu'on nous donne les moyens et surtout les autorisations de le faire. Donc aujourd'hui, il nous faut investir sur les technologies d'extraction pour définir justement des flux de matière qu'on va pouvoir extraire et en fonction de ces flux, définir donc le nombre de forages qui peuvent être nécessaires. On a encore beaucoup de travail
pour déterminer la cible réelle, c'est-à-dire on imagine aujourd'hui plutôt faire une production aux alentours de 3 km de profondeur, mais peut-être que nos travaux démontreront qu'il n'est peut-être pas nécessaire de descendre aussi profond et qu'on pourrait peut-être faire de la production dans des environnements moins profonds. Donc tout ça reste à évaluer. C'est l'objectif du projet et on se fixe donc les 3 années et on reviendra pour évoquer cette question et vous dire à peu près combien on envisagerait de forage. On est les seuls à se lancer dans cet exercice, qui est un exercice quand même extrêmement compliqué. On est les seuls, pourquoi? Parce qu'on est les seuls à avoir réellement un profil de profondeur, un profil d'évolution des concentrations. Le profil, vous avez vu que c'est un profil linéaire, c'est une loi de diffusion. Cette loi de diffusion, elle implique des conséquences physiques sur le positionnement du réservoir, la dimension du réservoir qui est en profondeur. Sinon, on n'aurait pas ce profil-là. Mais on a fait ces extrapolations sur la base d'hypothèses réalistes. On a donné une certaine homogénéité géologique sur le bassin carbonifère, sur les 16 000 km². C'est pas complètement farfelu. Il y a des modèles géologiques qui montrent que c'est grosso modo une certaine homogénéité. On a fait deuxièmement une hypothèse sur la porosité. Vous avez vu qu'on a dit qu'on avait à peu près 7%. Donc ça fluctue entre 5 et 14% la porosité par rapport aux données qu'on a sur l'ensemble du bassin. On a pris une porosité moyenne et on s'est refusé à descendre plus bas. Et on a fait juste, vous avez vu la linéarisation qu'on a faite entre 1200 et 3000 mètres de profondeur. On s'est arrêté à 3000 mètres de profondeur parce que la physique qui est derrière une droite linéaire de diffusion permet de faire raisonnablement une hypothèse sur une profondeur de réservoir et une taille de réservoir. Donc voilà les éléments qui ont servi de base à faire cette estimation, qui vont devoir être validés, mais ça on le validera très très vite. Vous avez vu qu'on a fait une simulation à 3000 mètres de profondeur d'une concentration théorique simulée d'hydrogène dissous de l'ordre de 10 mg par litre. Dès qu'on a le forage, si on a le forage au mois de... Donc on est quoi? On est au mois d'avril. Si on a le forage au mois de septembre, eh bien, fin septembre, on sait si cette simulation est vraie ou pas vraie. Alors, on a travaillé avec tous les acteurs que vous avez mentionnés à une feuille de route régionale dans l'hémicycle du Conseil régional. On avait fait un petit film et je vous propose de regarder ce film, il dure 5 minutes, hein, parce que ça va vous donner un peu une vision de l'hydrogène dans les Hauts-de-France. Puis après, je vais tempérer ce film parce que c'est un teaser, c'est fait pour avoir envie, pour donner envie. Alors je vous laisse regarder le film et puis après on en reparle. C'est le début de l'aventure Ariane, le lanceur européen de satellites. Les Hauts-de-France ne sont pas étrangers à cette aventure, puisque l'usine de liquéfaction de Oisier fut l'un des fournisseurs de l'hydrogène liquide utilisé pour les essais des moteurs de la fusée. Quelles nouvelles frontières sommes-nous appelés à franchir dans cette décennie qui vient? Quelles sont nos nouvelles ambitions? Élément de réponse de notre chef d'équipage, Frédéric Motte, conseiller régional Hauts-de-France et président de la mission REV 3. Aux côtés d'autres solutions, l'hydrogène est un vecteur énergétique indispensable pour décarboner notre industrie, nos transports et tenir nos engagements, notamment européens. France Hydrogène place d'ailleurs notre région en pole position pour la production et la consommation d'hydrogène à l'horizon 2035. Revenons au présent. L'innovation est aujourd'hui l'un des premiers atouts de notre région. C'est depuis 2017 un centre logistique Carrefour à Vendin-le-Viel où les chariots élévateurs fonctionnent à l'hydrogène produit par air liquide. C'est aussi le démonstrateur Grid qui a permis d'alimenter des bus de ville et un quartier de 200 logements de la communauté urbaine de Dunkerque avec un mélange d'hydrogène vert et de méthane. C'est aussi en 2019 la première ligne de bus à hydrogène en France, à Oudin, exploitée par Tadao et Artois Mobilité. La diversité de l'économie régionale est également un atout pour l'hydrogène. Parmi les activités marquantes, nous pouvons citer la sidérurgie à Dunkerque, la distribution, les services à Lille, la métallurgie, le ferroviaire, l'automobile dans le Grand Hainaut, la Glace Vallée dans la vallée de la Brelle, l'Audomarois et le Cambrésis, l'industrie mécanique et la plasturgie dans le Béthunois et le bassin minier, et enfin l'agro-industrie, la chimie fine et la logistique dans l'ensemble des Hauts-de-France. Tous ces bassins économiques sont reliés entre eux par des réseaux, mais ils s'inscrivent en réalité dans un ensemble européen plus large, et c'est sans doute là son atout principal. Ces interconnexions forment une véritable araignée de liaisons transfrontalières dont nous avons besoin pour produire
importer ou exporter l'hydrogène. C'est par exemple le réseau routier, via notamment le réseau transeuropéen de transport, ou RTET. Ce sont aussi les réseaux électriques, avec 8700 km de câbles qui traversent notre région. C'est le réseau gazier, avec 4200 km de pipes transportant du gaz naturel provenant de Norvège, de Hollande ou arrivant sous forme liquéfiée à Dunkerque. C'est enfin le réseau de voies fluviales que le canal Seine-Nord-Europe vient enrichir. Celui-ci place désormais notre région au cœur d'un réseau de canaux à fort gabarit qui s'étend du Havre à Francfort. Ces canaux relient également les ports maritimes de la mer du Nord, dont Dunkerque, aux ports intérieurs où se concentre une forte population. Voilà les atouts de notre région pour assurer sa transformation vers une économie décarbonée où l'hydrogène a toute sa place. À côté de nous, le Benelux, l'Allemagne se mettent en ordre de marche et construisent ces réseaux hydrogène de demain. Il s'agit d'être au cœur de cette dynamique. Et pour cela, les projets en Hauts-de-France ne manquent pas. À Dunkerque, un écosystème se met en place alliant CO2 et H2. H2V fournira de l'hydrogène à différents industriels pour décarboner leurs process. Le projet REUSE d'Engie contribuera à la décarbonation d'ArcelorMittal en valorisant le CO2 capté par une combinaison à de l'hydrogène vert pour former des e-carburants. Inamix fournira de l'hydrogène pour la mobilité urbaine et GRT Gaz contribuera à la construction de pipes H2 et CO2 sur la plaque dunkerquoise. À Valenciennes, les réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires se croisent au service d'une économie de la logistique dont les clients sont les ensembliers de la construction automobile et ferroviaire. Des acteurs se positionnent comme Verso Énergie, H2V et GRT Gaz qui recensent les besoins pour prévoir les infrastructures en lien avec la Belgique voisine. De nombreux autres projets et écosystèmes émergent et émergeront à l'avenir. Parmi les plus marquants d'entre eux, nous pouvons évoquer les projets et investissements des verriers avec Niproversance, Saverglass, AGC Glace, Saint-Gobain, des producteurs de e-fuel avec Energo, le projet REUSE ou encore GRDF, des équipementiers avec Plastic Omnium, Chemour, IBFH2 ou Sacowin, des acteurs de la mobilité tels Chimed, Transdev, Ivia, Toyota, Eurotunnel et Stellantis, ou des collectivités avec la CC2SO, Lamel, Beauvais, Chantilly, Creil ou Compiègne, et enfin des services réseau avec le projet Capitol ou Solges Energy. Ainsi, la nouvelle feuille de route hydrogène, coécrite par l'ensemble de ces acteurs en Hauts-de-France, veut donner à l'H2 tout son potentiel pour transformer notre région. Ariane a décollé de Kourou grâce à de l'hydrogène produit en Hauts-de-France dans les années 70. À nous d'écrire la suite de l'histoire. Ensemble, faisons décoller la fusée hydrogène Hauts-de-France. Depuis 1 an, 2 ans, quels sont ce qu'on appelle les FID, voilà, Final Investment Decision, sur l'hydrogène, 0. Et dans les Hauts-de-France, 0 aussi, c'est-à-dire des décisions qui engagent des actionnaires, des banques à faire des projets hydrogène. Donc on en parle beaucoup et on réalise peu. Les dossiers s'accumulent et peu de choses dans la réalité se passent. Alors, il y a des raisons objectives à cela, c'est qu'on a une législation européenne qui accouche tout juste maintenant. Tous les différents paquets européens de réglementation commencent tout juste à se mettre en place. Donc ça va aider, mais ce n'était pas encore le cas, donc il y avait encore beaucoup d'hésitations de ce côté-là. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que nous avons traversé une crise énergétique, une crise des prix du gaz d'abord, puis de l'électricité, en sortie de Covid, donc pas tant forcément lié à la crise ukrainienne, c'est venu encore après, donc qui a augmenté les prix de l'électricité et qui a donc rendu tous les projets hydrogène infaisables. Et il faut savoir que pour produire de l'hydrogène à partir d'électrolyse, le coût de revient est composé à 70% par le prix de l'électricité. Donc forcément, ça a un impact très fort. Quand on sait que l'hydrogène gris, voilà, on va reparler des couleurs, celui qui est produit par vaporéformage sur les ports d'Anvers et Rotterdam, lui, il sort à aller à 1,50 €, voire 2 € le kilo. Et nous, dans les meilleurs des cas, si vous prenez les projets ADEME, eux, ils estiment qu'il faut être en dessous de 11 € le kilo. Enfin, vous voyez le gap, quoi. Et puis, quand on est sur des projets massifs de production d'hydrogène, on arrive à 4, 5, 6, enfin bon, ça dépend, euros le kilo. Donc, pour des gros industriels, c'est un enjeu. Alors, je vais encore en remettre une couche pour vous dire, voilà, il y a les films et puis il y a la réalité. Vous connaissez pas M. Geert von
Paul Vord, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est le CEO d'ArcelorMittal Europe. Il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, il y a un petit article qui est paru en flamand dans une revue hollandaise. Alors j'ai fait beaucoup de progrès en flamand à ce moment-là pour le traduire. Et que disait-il? Eh bien, mesdames et messieurs, merci pour toutes les subventions que vous nous donnez en Europe pour la décarbonation des usines d'ArcelorMittal, mais nous arrêtons l'hydrogène. Pouf. Alors après, on lit l'article, on lit en détail et on essaye de découvrir à travers les mots ce qui est dit. Et ce qui est dit, c'est que oui, l'hydrogène vert, l'hydrogène décarboné, est trop cher pour la production d'acier en Europe. Et il y a une manière beaucoup plus simple pour ArcelorMittal de décarboner, c'est de... Vous savez qu'un des process, bon, il y a plusieurs manières de décarboner pour ArcelorMittal. Il y a le recyclage de l'acier, du fer. Il y a les fours électriques, mais il y a un procédé qu'on appelle le DRI, Direct Reduced Iron, qui est une manière en fait, on fait réagir le fer oxydé, non plus avec du carbone. Le carbone vient capter l'oxygène du fer, et donc c'est ça qui permet la production de l'acier. Ben, on peut utiliser le carbone, mais le problème c'est que du coup on rejette du CO2, le méchant CO2, qui fait 11 millions de tonnes d'émissions à Dunkerque. Eh ben, on peut utiliser l'hydrogène. Et donc, du coup, on n'a plus d'émissions de carbone puisqu'on n'utilise plus le CO2. Mais donc, ce DRI, on peut très bien le produire ailleurs que sur les sites de production de l'acier. Et on a parlé des États-Unis tout à l'heure. Ben, les États-Unis, avec, excusez-moi pour tous les anglicismes et tous les sigles anglais, mais vous avez l'IRA, qui va favoriser énormément l'économie américaine pour produire un hydrogène bas prix, bas coût, et on pourrait faire du DRI là-bas. Donc, les usines de Gand, les usines en Espagne sont sur la sellette sur cette question-là. Sur cette question-là, je ne suis pas sur la sellette intrinsèquement, mais sur cette question-là. Donc, que va-t-on faire quand on voit que France Hydrogène place la région Hauts-de-France sur le top 3 des régions en production-consommation d'hydrogène? Bon, bah, vous avez Arcelor qui est number 1 là-dedans. Donc si on n'a plus Arcelor, on peut aller s'asseoir et puis je vais faire autre chose que France Hydrogène. Je vais faire France Oxygène, je ne sais pas. Eh bien, vous avez une exception, c'est Dunkerque. Excusez-moi, hein. Vous m'avez titillé, je vais vous titiller. C'est Dunkerque, pourquoi? Eh bien, grâce au réseau électrique français et grâce à la législation européenne qui autorise enfin l'électricité nucléaire pour produire de l'hydrogène décarboné, bas carbone. Et donc, l'équation dunkerquoise reste possible avec une production massive d'hydrogène dans les Hauts-de-France. Vous voyez que ça tient qu'à un fil. Mais on est à ce moment de ce développement de l'hydrogène. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que nos voisins dans le Benelux, eux, ils s'arment. C'est vraiment le mot qu'il faut mettre, qu'il faut souligner. C'est-à-dire que leur volonté d'aller vers une économie basée sur l'hydrogène, elle se met vraiment en place. Donc les réseaux sont déjà dessinés. Alors pour plusieurs raisons, c'est qu'ils ont une industrie lourde assez forte et ils ont donc besoin de beaucoup d'hydrogène pour la métallurgie, la sidérurgie, les engrais, les e-fuels. Mais surtout, ils ont l'interland, et pour eux, ce n'est pas un interland, c'est un, je sais pas comment il faut dire, un extraland, ça s'appelle l'Allemagne. Et évidemment, l'Allemagne, qui n'a pas d'électricité décarbonée, va s'approvisionner via l'importation. Et donc, le Benelux est en train de s'armer pour importer massivement de l'hydrogène. Et donc, nous, on est à côté de ce cœur battant. Ce que j'appelle le cœur battant de l'hydrogène en Europe, c'est le Benelux. Il n'y a pas, c'est le Benelux. Et nous, on est juste à côté. Alors, vu de Paris, de Marseille ou je ne sais où, on se dit « Ah, super, vous êtes dans le cœur battant ». Mais quand on est prêt, on se dit « Ben non, on est juste à côté et peut-être qu'on va passer à côté ». Donc, c'est tout l'enjeu, toute la difficulté de notre positionnement Hauts-de-France, c'est de quand même arriver à avancer sur l'hydrogène avec toute cette équation complexe, mais avec cet atout majeur qui est l'électricité bas carbone grâce au nucléaire. Et pas que, grâce aussi à l'éolien, enfin à toute l'électricité verte qu'on est capable de produire dans les Hauts-de-France. Alors, c'est un peu le contexte de la feuille de route. C'est un contexte qui n'est pas si facile que ça.
Et donc, on a travaillé avec les acteurs de l'hydrogène. Bon, ils n'étaient pas 400. On a eu 3 ateliers, 3 fois 80 acteurs industriels, collectivités, membres du conseil régional. Vous avez vu les images, c'était dans l'hémicycle. On s'est réunis aussi à Arras une fois. Et puis, on va promulguer donc cette feuille de route le 16 avril par un webinaire à 17h. Donc, je vous y invite. Vous reverrez la vidéo si elle vous a plu. Et puis d'autres aussi, et on va vous détailler ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette feuille de route? Elle ne met pas une enveloppe financière à la clé. Hein. Simplement, elle se dit, il faut continuer à animer la question, travailler sur les verrous. Alors, je dirais qu'il y a 2-3 points importants. C'est la notion de sous-bassin. On a un peu divisé la région en bassins économiques. Alors, je ne vais pas les détailler là. Ils sont assez naturels quand vous connaissez la région Hauts-de-France. Et on va faire travailler les acteurs locaux pour faire émerger les projets, pour quantifier, pour rationaliser. Rationaliser pourquoi? Je vous donne un exemple. Il y a un département, je vais éviter de donner le nom, où on voit qu'il y a 5-6 opérateurs qui commencent à avoir des petits projets hydrogène parce qu'il y a un usage un peu conséquent quelque part. Et puis ils se disent, bon, là, on va aller chercher les autres. Donc on va faire 50, 60, 90 km pour aller chercher les autres usages. Et puis on va mettre un électrolyseur. Et il y a un moment, on se dit, s'il y en a un, c'est bien, mais s'il y en a 3, 4, on rate la massification. Et la clé de l'hydrogène, c'est la massification. Donc on se dit, il faut un peu rationaliser le débat. J'ai envie de dire, excusez-moi, je ne suis pas politiquement correct, mais l'ADEME ne nous a pas toujours aidés. Alors, c'était une époque, un moment où il fallait initier, mais les petits projets, il faut arrêter les petits projets, et je crois que l'ADEME va les arrêter. Les appels à projets qu'on appelait hydrogène et territoire ne vont pas forcément continuer. Parce qu'on a une époque où il faut massifier, il faut arriver à des grosses unités de production, et donc il faut centraliser un minimum pour avoir des bassins de production et d'usage qui correspondent à une réalité économique. Et donc on se dit qu'il faut qu'on arrive à avoir cette cartographie par sous-bassin, et puis voir, voilà, GRDF a parlé tout à l'heure, GRT Gaz est capable de faire des grands pipes, mais GRDF est capable de faire des petits pipes, pour aller chercher des usages plus proches à partir d'une unité un peu plus centrale qui permettra d'avoir des coûts inférieurs. Donc voilà, cette notion de sous-bassin, elle va nous animer et on va essayer de l'animer pour faire émerger une offre, une demande qui corresponde à une réalité économique. Ça, c'est le premier point. Après, il y a un peu tous les verrous. Alors les verrous, c'est l'électricité. Pour vous donner un chiffre, en 2020, la région Hauts-de-France consommait à peu près 200 TWh d'électricité. Si on suit le SRADET, donc c'est le schéma directeur régional, on doit être en 2050 complètement décarboné à 100 TWh. Là-dedans, vous avez 30 TWh dédiés à ce qu'on appelle la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, c'est le fait qu'au lieu de rouler à 110, vous roulez à 90. C'est le changement de comportement. C'est au lieu d'habiter à 50 km, on va vous dire, mais peut-être que tu peux habiter à 30 km de ton boulot. Enfin, plein de choses comme ça qui sont les plus dures à faire passer à la population qui sont carrément sous question. Va-t-on arriver vraiment à économiser ces 30 TWh? Si je prends l'aspect purement électrique, je sors mes notes quand même là-dessus, on est en consommation, en production électrique, on sera en 2050 à 63 TWh. Donc vous aurez l'éolien terrestre, 15, l'éolien offshore, 2 TWh, solaire photovoltaïque, 4. Le nucléaire historique, on pense quand même qu'il y aura peut-être 1 ou 2 tranches de Gravelines qui vont se fermer, donc on sera que à 22 TWh, mais c'est à challenger. Et les EPR qui sont prévus seront à 18 TWh, peut-être d'autres sources, 2. Donc on arrive à 63. Ces 63, ils vont être utilisés directement à raison de 35 TWh. Usage pour les pompes à chaleur pour le logement, 4 TWh, 2 TWh d'export. Et donc, perte transfert, parce que les réseaux font des pertes, 9 TWh. Reste pour l'hydrogène, 13 TWh. 13 TWh. Aujourd'hui, sur tout ce que vous avez vu, j'oublie tous les micro-projets, je garde que les gros. Vous avez quoi? Vous avez H2V à Dunkerque, désolé, encore Dunkerque, 400-500 MW. Vous avez H2V encore Valenciennes, peut-être, 400-500 MW.
Vous avez Air Liquide à Dunkerque, 400 MW. Vous avez Reuse, le projet Reuse avec Engie, qui va produire des e-fuels à peu près 400 MW. Allez, on est à 1800, 2000 MW, ça fait 9, 10 TWh, ça dépend. Toute la question est de savoir, est-ce qu'un électrolyseur avec de l'électricité décarbonée, est-ce qu'il peut fonctionner 8000 heures, 5000 heures, 3000 heures? C'est toute la grande question. Donc si je prends mon stock pour l'hydrogène, 13 TWh, bon, on est quand même juste. Voilà. Et si on ne fait pas la sobriété, donc vous voyez qu'il y a une question d'approvisionnement électrique. Alors vous allez me dire, l'électricité, on peut l'acheter. Aujourd'hui, nous exportons 12, 13, 15, je crois, TWh d'électricité à nos voisins belges. Ils nous en rendent une partie. Il y a un solde positif pour nous de 2 TWh. Excusez-moi de rentrer dans cette cuisine des chiffres, mais c'est important parce que l'hydrogène est vraiment concerné par cette question de l'électricité. Il n'y a pas que l'électricité, il y a l'eau aussi. L'eau à Dunkerque, c'est une question. 1 kg d'hydrogène demande 20 litres, allez, 19-20 litres d'eau, mais vous avez qu'un tiers qui est de la molécule qui est dissociée, le reste c'est du refroidissement. Ce refroidissement, vous pouvez utiliser de l'eau industrielle ou de l'eau qui vient de steppe ou de l'eau de mer aussi. Et donc à Dunkerque, dans le cadre de ZIBAC, il y a un projet d'une boucle d'eau de mer pour assurer du refroidissement. Mais dans d'autres territoires, le stress hydrique, alors un peu moins maintenant avec toute la pluie qu'on a, et pas à Saint-Omer, c'est sûr, mais la question de stress hydrique, elle est posée. Fos-sur-Mer, bon, on sait que ça va à peu près, mais donc il faut quand même regarder ces questions de près. Vous avez la biomasse, et ça c'est important parce que je pense qu'il faut une alternative à la production d'hydrogène par l'électricité, et il faut aussi travailler la question biomasse to hydrogène. Donc ça veut dire pyrogasification, gasification hydrothermale, excusez-moi des termes un peu savants. Donc ce sont des technologies qui, à partir de biomasse, de déchets, vont arriver à produire des syngaz, donc des gaz de synthèse, dont l'hydrogène. Et puis, derrière, production de e-fuel. Ces technologies peuvent être intéressantes, même si elles ne feront pas forcément des gros volumes, elles peuvent assurer un démarrage de la filière avant qu'on ait quelque chose de vraiment massifié. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté de la question aujourd'hui, c'est de prévoir cette montée, ce ramping, cette montée vers un hydrogène plus massif, alors que cet hydrogène massif, il ne sera vraiment pas avant 2050, à mon avis, c'est même assez tôt. Alors peut-être que l'hydrogène blanc viendra supplanter tout ça, mais en tout cas, on a quand même intérêt à développer des technologies liées à l'hydrogène aujourd'hui et un peu tous azimuts. Donc voilà, les verrous, l'électricité, la biomasse, l'eau, travailler aussi quand même sur des notions d'infrastructure. On ne va pas faire un pipe Dunkerque-Paris, mais un pipe Dunkerque-Belgique, Valenciennes-Belgique, ça a tout son sens. Et GRT Gaz, avec ses open season, le montre. Et puis la formation. Oui, il faut colorer les formations à l'hydrogène le plus rapidement possible parce que sinon on va manquer de compétences. J'ai terminé. Je voulais juste vous donner un peu ce panagérique, enfin cette vision qui n'est pas complètement idéale, mais qui est dans le réel. On se dit qu'il faut avancer et sans forcément voir encore le bout du tunnel. Alors la stratégie régionale, c'est on y va. Mais vous voyez que avec toutes les difficultés qu'il y a, l'équation est tellement complexe et on peut. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire quelque chose. Allez, on est entre nous, vous le répéterez pas. Mais il se passe exactement la même chose sur certains projets que dans le Grand Est. Alors, je vais passer de la région à l'État. C'est-à-dire, dans le Grand Est, vous avez des projets, on dit non, on ne va pas les subventionner parce que l'hydrogène qu'on produit va passer par les pipes et va servir nos voisins allemands. On n'est quand même pas là pour aider les Allemands. Vous risquez d'avoir le même problème ici, dans les Hauts-de-France, avec la Belgique. Vous allez avoir des projets qui vont être massifs, production massive, donc bas coût, et qui vont servir les raffineries d'Anvers et Rotterdam. Voilà, sans nommer qui que ce soit. Et vous allez avoir des gens qui vont nous dire « mais on ne va quand même pas donner notre eau, notre électricité aux Belges. Ça ne va pas, non ?» Voilà. Mais on est devant des problèmes comme ça. On risque d'être devant des problèmes comme ça. Donc c'est très important de comprendre que si on est capable d'exporter de l'électricité et d'avoir un réseau transeuropéen d'électricité, eh bien, il faut aussi que l'on raisonne la même chose au niveau de l'hydrogène, me semble-t-il. Et évidemment, peut-être à court terme, on va se dire on perd et on sert nos voisins, mais sur le long terme, on gagne. Parce qu'il y a quand même un moment, moi c'est toujours ce que je dis,
Vous voulez que l'hydrogène circule dans quel sens? De la France vers la Belgique ou de la Belgique vers la France? Il y a un moment, si on ne fait rien, ça sera dans l'autre sens, c'est clair. Parce que eux, les Belges, l'Allemagne, ils y vont. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et ils seront basés, comme ils n'ont pas d'électricité décarbonée, ils seront basés sur l'import. Nous pouvons aussi importer, et c'est le discours qu'on tient au port de Dunkerque, mais il n'y a pas que lui, il peut y en avoir d'autres. Mais on sent bien que alors l'État est en train de changer aussi sa position. Les 6,5 gigawatts d'électrolyseurs prévus dans le plan Macron avec 7 milliards d'euros de financement, etc., bon, c'est le choix d'un hydrogène domestique, mais si vous regardez le plan européen, c'est REACT-EU, c'est 10 millions de tonnes en domestique pour l'Europe et 10 millions importés. Eh bien, il me semble que nous avons un port maritime international qui s'appelle Dunkerque. Donc, si vous voulez faire passer le message, n'hésitez pas. Mais il faut se mettre à importer. Alors, c'est moins la décision du port que peut-être d'un Dunkerque LNG, et peut-être qu'ils y travaillent, mais on a un sacré enjeu à ce niveau-là, à aller vers de l'hydrogène massif qui soit produit localement ou importé. Et à mon avis, les prix, ils vont être comme ça, hein, ils vont être assez au même niveau de la vision qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous laisse la lire. Quelle est l'ambition de Total Energy, en insistant sur quelques points. Vous avez vu que nous avons changé de nom, changé de logo. Ça traduit vraiment cette transformation que nous avons entamée maintenant depuis plus de 2 ans, en annonçant notre volonté de neutralité carbone en 2050, donc, en accord avec la société, hein, avec vous tous. Quelques points importants. On a beaucoup parlé d'électricité en dessous, et je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Donc, nous avons annoncé, d'ici la fin de la décennie, donc c'est demain, d'intégrer le top 5 des producteurs d'électricité verte dans le monde. Nous y sommes en bonne voie. Pour petit rappel, hein, une étude est sortie la semaine dernière recensant les investissements dans les énergies renouvelables, et nous sommes très très fiers, français, d'avoir été en 2023 le plus gros investisseur mondial dans le solaire. Voilà, je voulais juste le citer. Vous voyez là, alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres non plus, hein, mais pour vous montrer sur toutes les énergies sur lesquelles nous intervenons. Hein, Total Energy avec un S, donc vous allez retrouver bien sûr les énergies d'hier et d'aujourd'hui, les énergies carbonées, on va parler de pétrole et de gaz. Donc notre volonté à horizon 2030 est vraiment d'aligner notre production sur nos ventes. C'est-à-dire que nous n'allons pas vendre plus de produits pétroliers que nous n'en produisons aujourd'hui. Ça, c'est assez important à noter. Aujourd'hui, nous considérons que le gaz naturel, le gaz carboné, est la meilleure énergie de transition pour sortir, désolé de dire ça ici, mais pour sortir du charbon. Hein, aujourd'hui, vous savez, on utilise encore du charbon en France, en Europe, mais pas que. Donc déjà, si nous arrivons à transitionner ce charbon vers du gaz naturel, on aura déjà fait une bonne partie du chemin. Mais évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Et donc, nos investissements suivants, hein, dans la production d'énergie, mais également dans la vente, on va parler d'électricité verte, et bien sûr de molécules décarbonées, dont on va parler juste maintenant. Donc, on parle de biofuel. Hein, on a biofuel particulièrement dans l'aviation. Hein, je ne sais pas si tout le monde est bien conscient que l'aviation sera le moyen de transport le plus difficile à décarboner. La mobilité routière, on en a pris le chemin. En tout cas, l'Europe nous a montré le chemin. La mobilité ferroviaire, ce sera moins compliqué. Maritime et fluvial, moins compliqué. Par contre, l'aérien, ça restera un vrai défi. L'avion à hydrogène, certes, beaucoup de gens y travaillent, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et on ne va pas mettre des batteries dans un avion. Alors, très rapidement, nouvelles molécules, biogaz, biométhane, méthanisation, tous ces mots-là. Total Energy est un acteur important dans la méthanisation en France. Nous sommes entrés il y a plus de 6 ans maintenant sur ce marché-là par croissance externe. Nous avons racheté une société qui s'appelait Fonroche Biogaz, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Quoique, comme vous voyez au le siège social, donc vous voyez où s'est développé Fonroche au début, donc autour de ses bases. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de changer, puisque nous sommes une compagnie présente sur toute la France. Donc nous avons aujourd'hui des personnels France entière, donc pour développer le biogaz en France, dont l'un est présent dans cette salle aujourd'hui, donc qui viennent d'arriver. Si vous voulez le voir, il est là, Raphaël, merci.
700 gigawattheures de capacité installée aujourd'hui, donc c'est assez important. Et aujourd'hui, une entité qui fait 150 collaborateurs sur toute la France. Alors comment nous voulons nous développer en biogaz, en méthanisation? Nous voulons être présents sur l'ensemble de la chaîne. Je vous laisse découvrir ça, je vais passer très très vite là-dessus. Donc nous partons vraiment de la recherche de projets, on parle toujours de projets territoire, des diagnostics, études, évaluations, comme sur n'importe quel projet industriel, donc des choses quand même que nous faisons depuis longtemps. Nous construisons et finançons nos propres installations, et on verra juste après, dans différents modèles possibles, et bien sûr nous exploitons nos propres installations industrielles. Pour vous donner un petit chiffre, lorsque nous avons racheté cette société il y a quelques années, Fonroche Biogaz, à périmètre, enfin à isopérimètre, sans construire de nouvelles installations, avec notre expérience d'industriel, parce que nous avons quand même des usines dans le monde entier, nous avons réussi à augmenter la productivité, la production de ces mêmes unités de 15% en seulement quelques années, rien qu'en appliquant nos méthodes d'industriels. Et c'est quelque chose que nous comptons faire, donc avoir travailler sur la qualité, la bonne opération de nos usines. Il y a beaucoup d'informations, mais je vais très très vite là-dessus. Ça, c'est juste pour vous présenter les différents types de modèles. Donc ça va intéresser certains d'entre vous, dans les collectivités notamment. Donc quels vont être nos modèles d'affaires? Il y en a un qui est tout simple, c'est le développement en propre. Donc là, c'est nous faisons tout seul. Ça va être un type d'installation. Je vous donne un exemple d'une unité qui est actuellement en construction dans la région d'à côté, où nous avons été confrontés à... un industriel de l'agroalimentaire est venu nous voir, avait une énorme quantité on ne va pas dire de biodéchets, enfin si de biodéchets à traiter, et la quantité tellement importante qui était jusque-là exportée justifiait à elle seule la construction d'une entité de méthanisation entière. Donc ça peut être le premier exemple. Un autre exemple, c'est le co-développement, les joint ventures. Ça, nous sommes vraiment ouverts à cela, donc avec tous les acteurs de la méthanisation en France, dans la région bien sûr, sur les pourcentages à déterminer. Donc nous sommes prêts aujourd'hui à être minoritaires dans un projet, ce n'est pas le modèle numéro 1, mais nous sommes prêts aujourd'hui à participer, à cofinancer des projets. Et finalement, l'acquisition, donc aujourd'hui le monde de la méthanisation vit quelques difficultés, notamment dans la région, pour une multitude de raisons. Donc nous sommes prêts aujourd'hui à rattraper le train en marche, en fait, quelque part, à arriver sur des projets qui existent ou qui n'existent pas encore, et donc soit à les racheter ou éventuellement à injecter du capital. Je conclue juste sur notre objectif. Dans la région qui est à égalité, on va dire, première ou deuxième sur la méthanisation en France. On va dire que ça dépend des mois. Donc il y a aujourd'hui un écosystème qui existe, qui fonctionne bien. Il y a encore beaucoup de développement à faire. Il y a de la place pour se développer. En tout cas, notre volonté n'est surtout pas de déséquilibrer un écosystème qui marche bien aujourd'hui, mais plutôt de le compléter et surtout apporter de la valeur au territoire. Donc, je pense aux collectivités, au général, au monde agricole, au monde agroalimentaire. Donc on pourra parler de biodéchets des collectivités, de tout ce qui est possible sur un territoire. L'important, et c'est particulièrement vrai ici, qu'on arrive bien à travailler ensemble, donc avec des acteurs locaux avant tout, et éviter ce qui marche bien, ce qui est déjà valorisé localement, et bien de le rerouter. Mais par contre, et Jean, tu parlais de Belgique tout à l'heure, si nous pouvons éviter d'exporter nos déchets vers la Belgique qui arrive à mieux les valoriser que nous, ce serait déjà pas mal. Française de l'énergie, rapidement. Donc on est une société qui cherche à valoriser les énergies locales en circuit court. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la société. Énergie décarbonée. Et la bonne nouvelle, c'est que des énergies sur les territoires, on en a. Mais encore une fois, il faut les chercher pour les trouver. Rapidement, notre positionnement, le gaz. Alors on est surtout connu pour le gaz de mine dans les Hauts-de-France. C'est des grosses quantités qu'on injecte sur les réseaux. Et lorsqu'on a la possibilité, c'est ce qu'on voit en haut à gauche, on en fait profiter le territoire, notamment au niveau du réseau de chaleur de Béthune.
Réseau de chaleur de Béthune, c'est quoi? C'est du gaz de mine, c'est de l'électricité, c'est de la récupération d'énergie fatale de chaleur sur ces moteurs à destination du réseau de la commune et des 6 communes avoisinantes. On produit de l'électricité, on produit du photovoltaïque, parce que malgré ce qu'on peut le penser, on a du soleil dans les Hauts-de-France et les rendements sont bons. On travaille sur à peu près 100 MW de projets répartis entre le Grand Est et les Hauts-de-France. L'hydrogène, bon, je pense qu'on en a assez parlé, on ne va pas revenir dessus, mais il y a le blanc, mais il y a aussi le bleu qu'on regarde. Le bleu qui va consister à stocker le CO2 dans les charbons, potentiellement. Le turquoise, le vert, etc., etc. On est une société à impact carbone négatif, et ça, on en est fiers. On est une des seules sociétés européennes. Rien que le fait de capter le gaz de mine, on évite des émissions de gaz à l'atmosphère. Le gaz de mine étant principalement constitué de méthane, donc excessivement polluant. On évite avec ce captage l'équivalent de 3,5 millions de tonnes de CO2 équivalent balancés aux petits oiseaux tous les ans. Rapidement, on a la société Cryopure qui nous a rejoint il y a à peu près 2 ans. Le fondateur est ici présent, M. Denis Clodic. Le positionnement, pour nous, il est très clair. On pense que la capture du CO2 et ou la valorisation du CO2 dans les années à venir est quelque chose de crucial. On en discute beaucoup sur Dunkerque avec les cheminées industrielles parce qu'on a la chance que cette technologie permet d'aller chercher le CO2. Mais là, on va plus aujourd'hui parler de l'aspect épuration que cette anti-sublimation permet. Alors rapidement, parce que c'est un grand mot, mais c'est super facile. Denis, à la rigueur, tu me corriges, mais l'anti-sublimation, c'est le fait de passer un gaz de son état gazeux à son état solide. Si on prend le CO2, à partir de moins 90 degrés, il givre, ça devient de la neige carbonique. Et la nature est bien faite, le fait de givrer ce gaz, on l'épure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une unité de biométhane dont on va parler, on sait aller épurer tous les composants du gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur Dunkerque, ArcelorMittal ou d'autres, on sait aller se connecter sur leur cheminée et on va dire extraire le CO2 de manière à le valoriser ou le ségréguer de manière définitive dans les futurs projets de CCS. Pour préciser l'évolution de Ramery, vous savez qu'on est une ETI familiale et régionale, donc rapidement, et ce n'est pas l'objet de la présentation, donc 3000 collaborateurs, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et 80 entités ou agences qui sont positionnées majoritairement, notamment dans les Hauts-de-France. Vous avez la cartographie avec les représentations métiers, mais donc vous voyez la densité d'agences au sein de la région. Donc, ce qui est important de savoir en termes d'évolution de la silhouette de Ramery, c'est qu'effectivement, Jean-Pierre le rappelait, à travers nos activités de valorisation, soit de matériaux, soit de déchets, en fait, on a abordé naturellement d'autres domaines qui nous ont aujourd'hui motivés à évoluer vers des nouveaux axes stratégiques. Donc, vous les avez à l'écran, mais retenons que ça tourne effectivement autour de la performance et l'efficience énergétique, l'économie circulaire qui était déjà un de nos métiers de base, et un métier nouveau qui est la production et distribution de NR. Donc, de manière plus précise, en fait, on a sur la partie ENR, on a décidé d'adresser, on va dire, deux activités. Je vais commencer par celle du bas, donc la partie photovoltaïque. Le groupe a la chance d'avoir un certain nombre de fonciers disponibles et qui nous permettra de développer un potentiel de l'ordre de 50 MW, donc une dizaine de mégawatts en moyenne par site. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà initié, qui est en cours d'instruction. Et puis dans le domaine des bioénergies, on adresse 2 domaines, la méthanisation sujet dont on parle aujourd'hui, et pour faire le lien avec effectivement ce que disait Jean tout à l'heure, en fait le sujet de pyrogasification, parce qu'on a la particularité d'avoir un projet en cours de pyrogasification, donc on devrait, si tout va bien, répondre à l'appel à projet qui est prévu cet été, avec la particularité, on est sur la pyrogasification de bois B, donc dit autrement de déchets d'ameublement. Donc on est sur un projet avec une capacité de 15 à 20 000 tonnes. Donc la pyrogasification est un process un peu moins éprouvé que la méthanisation. Le risque industriel est, dans la maturité de la technologie, on est un peu plus en risque quand même que sur la méthanisation. Donc l'objectif, c'est de faire idéalement une première unité régionale qui aura l'occasion de se déployer si on est en réussite. Voilà.
Donc c'est un élément de réponse, y compris sur les sujets de valorisation de CO2 et d'hydrogène. À retenir, on a fait récemment l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle AES Dana, donc on a appelé Ramry AES, qui est un gros acteur historique de la méthanisation, notamment agricole. Vous voyez les stations développées, donc si je donne un chiffre, globalement, on est à peu près à 10 000 normaux mètres cubes en injection de déployer à travers quasiment une centaine de petites unités agricoles. La particularité, effectivement, c'est qu'on a des unités qui sont soit directement en injection, soit qui passent effectivement par la cogénération pour générer effectivement la fourniture d'électricité. Donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, le sujet de la méthanisation et donc du biométhane intéresse le groupe Ramry. Juste pour rappel, et ça permet de poser aussi le débat et la problématique de gestion des flux, hein, puisqu'on pour pouvoir fournir de l'électricité décarbonée, encore faut-il des intrants. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, on gère à peu près 485 000 tonnes de déchets. Et en fait, une partie de ces déchets, donc le taux de valorisation de l'ensemble de ce flux est de 85%. Donc on a pour objectif d'être à 100% dès la fin de ce qu'on appelle l'enfouissement, donc à échéance, on va dire 3-4 ans. Et en l'occurrence, c'est ce qui nous a amené aussi vers les métiers de l'ENR, puisque l'une des formes de valorisation de ces déchets, c'est la valorisation énergétique. On va faire de la valorisation énergétique, de la valorisation matière ou de la valorisation agronomique. Donc dans les sujets de méthanisation, on retrouve également le sujet des déchets verts et des biodéchets de manière plus générale. Donc, petit rappel de principe de la méthanisation. En fait, on est effectivement le biogaz, c'est un gaz combustible qui est en fait issu d'une dégradation biologique de substrats ou d'intrants organiques. Alors, vous les avez caractérisés à l'image. En fait, on a vraiment différentes sources, sources de collectivité. On va trouver les bouts de steppe, les tontes, les déchets de cantine, enfin tout ce qui peut effectivement provenir d'une collectivité. Au niveau industriel, Xavier en a parlé tout à l'heure, en parlant exemple des pulpes pour les sucriers, mais c'est tout ce qui est en fait biodéchets ou emballage de grande distribution. Et puis au niveau agricole, c'est les intrants agricoles de principe, donc notamment les lisiers, fumiers, pailleux, enfin tout ce qui concerne l'activité agricole. À partir de là, effectivement, la méthanisation a deux technologies, voie liquide, voie sèche, mais en l'occurrence, je pense que c'est pas l'objet, mais il y a deux possibilités de traiter les intrants à l'arrivée d'une unité de méthanisation. Et puis ensuite, effectivement, donc les trois modes traditionnels de distribution après épuration, c'est soit de l'injection au réseau, soit de l'autoconsommation, quand effectivement on a un process à proximité, soit effectivement ce qu'on appelle des PPA ou des contrats de gré à gré, qui permettent de fournir, on va dire, le gaz ou l'électricité, si on est en cogénération, à des clients, notamment industriels ou des collectivités. Voilà. Donc effectivement, moyennant un traitement complémentaire d'épuration et de liquéfaction, on peut également valoriser le CO2 et effectivement générer aussi, alors soit du bio-CO2, soit du bio-GNV, on va dire, qui répond aux problématiques de mobilité. Donc la chaîne est assez complète, c'est une somme de briques technologiques la plus valorisante possible. La réalité, c'est celle-ci. La réalité, si on prend Cal Caballer et Carvin, vous allez me dire, Olivier et Yann, votre carte, on ne voit rien, mais non, parce qu'il n'y a rien à voir. Malgré des potentiels annoncés de 2 fois et demi ce qu'on a actuellement, ça a du mal à se mettre en place. La biométa agricole est sclérosée. Aujourd'hui, on a zéro, voire quasi zéro développement qui sont actés ou qui sont en passe de générer quelque chose. Donc la réflexion qu'on a pu avoir notamment avec Ramry, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans cette dynamique-là et on se revoit dans 20 ans pour faire le même constat, où on essaye de travailler sur un modèle de méthanisation différent, un peu plus industrialisé, on va dire, mais qui va permettre d'arrêter cette sclérose. Et comme on le disait tout à l'heure, la fuite de certains déchets dans des pays limitrophes qui sont un peu plus organisés que nous. Oui, rapidement, donc la réflexion d'une unité de méthanisation dite de taille plus significative, en fait, pour caractériser les unités dites agricoles, on est entre les 150, 200 à
300 nm3 pour les plus importantes. Donc la question était de savoir effectivement, et la réflexion porte autour du fait de faire une unité de taille plus significative. Donc on voit les intérêts. Alors je ne vais pas les citer, mais en fait je vais les reprendre de manière très générique, mais fondamentalement, vous avez forcément, pardon, je vais me rapprocher du micro, fondamentalement, vous avez un effet d'échelle, hein, puisqu'effectivement, on a un niveau d'amortissement des investissements où le point mort de l'installation est beaucoup plus optimal. On peut accéder à des technologies plus importantes, dans le sens où, effectivement, arriver à une certaine volumétrie, par exemple, la valorisation du CO2 est quelque chose qui devient plus réaliste, en tout cas plus envisageable. Et effectivement, ça permet de diversifier des sources d'intrants. Et donc, ça permet de sécuriser un certain nombre de sujets. Hein. L'une des limites au raisonnement étant la disponibilité de la biomasse, puisqu'effectivement, la biomasse, on en parle depuis ce matin, tout le monde a un intérêt à capter la biomasse pour des utilisations différentes. Et en l'occurrence, elle n'est pas extensible. Donc effectivement, ça permet d'avoir une sécurisation des intrants. Au niveau de l'environnement, on retrouve les intérêts de la méthanisation de manière générale, hein, puisque effectivement, vous le savez, c'est territorial, ça crée des emplois locaux, ça permet effectivement de générer des digestats non minéraux, donc un retour, ce qu'on appellera un retour au sol. C'est aussi une réponse à certains sites dits dégradés, donc notamment les friches industrielles, parce que c'est souvent des lieux d'implantation pertinents. Et puis, en termes de compensation, on a toujours la logique d'une création de biodiversité. Alors, on peut l'avoir de différentes façons, mais dans les faits, rien que le fait de générer des cultures intermédiaires à vocation, on va dire, énergétique, génère un maintien de biodiversité et donc effectivement et préserve les sols. Donc on a effectivement toute une série de conséquences positives en termes environnementaux également. Alors, toujours dans les enjeux et les retombées, l'idée, c'est encore une fois de travailler avec les territoires. Vous savez que depuis le 1er janvier, il y a une obligation du tri des biodéchets. On voit une accélération sur l'intérêt pour les bouts de steppe. L'idée des projets qu'on imagine, c'est d'essayer aussi d'aider les territoires à adresser ces thématiques. Aujourd'hui, la collecte des biodéchets, c'est un réel enjeu. Vous allez régler le problème des biodéchets, qu'est-ce que vous allez en faire derrière? On est dans une dynamique d'essayer encore une fois, par rapport aux besoins des territoires, de travailler sur cette massification qui va permettre de rendre toutes ces histoires réelles et imaginables. Encore une fois, on est sur des bassins qui nous demandent des réindustrialisations. Ça passe par l'énergie, ça fait partie de l'attractivité. On parle d'une vitrine technologique sur les projets qu'on regarde, puisque capter 100% du CO2 sur une unité de biométa, c'est pas si courant que ça. Tout ce qui peut découler en termes de formation, d'association avec les écoles d'ingénieurs locales, on pourra y répondre. Et puis pour tout ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour monter les projets. C'est un des freins au développement de la biométa agricole aujourd'hui, très clairement. Mais surtout, ce qu'on souhaite faire, et c'est un petit peu le message d'aujourd'hui et de nos deux sociétés, c'est d'en faire bénéficier les territoires. Donc, on veut travailler avec les territoires. C'est un petit peu l'ADN côté Française de l'énergie. Et Ramri, je pense, a montré son impact territorial de son activité. Mais l'idée, c'est de proposer des options de valorisation locale, de répondre aux besoins locaux. Est-ce que les territoires veulent du gaz? Est-ce que les territoires veulent augmenter leur mobilité, souhaitent faire de l'hydrogène? Il faut produire du gaz, il faut produire de l'énergie pour y répondre. Et travailler vraiment en association avec les projets, avec les communes et les agglos sur des projets structurants. Aujourd'hui, clairement, Olivier le disait, on parle d'unités conséquentes. On ne va pas en sortir 50 dans les Hauts-de-France. Mais l'idée, c'est de travailler, d'avoir une dynamique avec les agglomérations qui sont intéressées et qui souhaitent monter à bord pour essayer d'insuffler, je veux dire, ce nouveau type de projet, ce nouveau type d'unité de biométhanisation de grande dimension. Bien sûr, on sera toujours vigilant à l'implication des agriculteurs. Pour la partie biométa, le retour au sol est clé, mais également s'assurer qu'on ne vienne pas les léser dans les projets qu'ils peuvent déjà avoir. Un petit exemple concret, on est en train de travailler avec Olivier sur
Alors là, on est même dans un mix, vous le voyez en bas, avec du gaz de mine. On parle d'unités qui collecteraient du déchet, enfin du coproduit agricole, du déchet industriel, voire des bouts de steppe et des déchets ménagers. Destination d'un méthaniseur de grande dimension. Possibilité de mixer avec le gaz de mine. On nettoie tout ça. On sort du bio-GNL, on sort du bio-CO2. Encore une fois, industrie, réseau, communauté, carburant, voire les réseaux existants, mais sans obligation. Et surtout un coproduit, le bio-CO2, 11 000 tonnes de CO2 par an. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser partir à l'atmosphère, même si ça s'appelle du CO2 biogénique aujourd'hui, que ça ne rentre pas dans les impacts carbone ou les mesures d'impact carbone de certains industriels. On estime qu'il y a quelque chose à en faire, et Jean en parlait tout à l'heure, ça peut être du biocarburant, ça peut être de l'agroalimentaire. Donc l'idée et la chance qu'on a, je dirais, c'est qu'on a tout ce qu'il faut sur le territoire. On a de la ressource, on a des sociétés qui peuvent la valoriser, et encore une fois, une dynamique qui va dans le sens de gardons ce qu'il y a sur le territoire au niveau du territoire. L'intérêt d'une source locale, elle est double. C'est que d'abord, elle profite, ça vient du territoire et ça revient au territoire. Ça limite un certain nombre de coûts, notamment de logistique, de flux, et donc par essence, c'est décarboné. Enfin, en tout cas, on limite l'impact de GES. Et ensuite, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est surtout que ça apporte de la stabilité dans le temps. C'est le vrai sujet là. On a le choix entre une précarité et l'acceptation de la précarité, ce qu'un industriel, par exemple, ou une collectivité déteste, enfin, je pense, ou le choix d'une stabilité à un prix donné. La question, c'est où est le juste prix ? Donc, pour prendre l'exemple de la pyrogasification, vous le savez, sur la méthanisation, il existe un tarif de rachat aujourd'hui qui, historiquement, a permis à la filière de se développer. Sur la pyrogasification, il n'existe pas. Donc, la réponse à l'appel à projet dont je parlais est destinée effectivement à connaître ce qu'est le coût de l'énergie générée par la pyrogasification. Et ensuite, on aura, au même titre que la méthanisation, le développement d'une filière, parce que l'ensemble des éléments seront connus. C'est difficile aujourd'hui d'investir dans un projet quand il vous manque la donnée essentielle qui est votre chiffre d'affaires, entre guillemets, c'est quand même un peu délicat. On va rarement au bout du raisonnement, mais une fois que vous connaissez cette donnée, vous êtes en mesure de proposer donc au marché, aux collectivités, aux citoyens, un prix d'énergie stable et récurrent dans le temps. Outre le caractère local et la partie, on va dire, environnementale, le gros intérêt est là, quoi, en fait. C'est la stabilité du prix dans le temps. Et il suffit de voir ce qu'on a vécu avec la crise énergétique liée au conflit en Ukraine pour que, je pense que je n'ai pas besoin d'argumenter les conséquences que ça peut avoir. Oui, mais enfin, ce que je voulais savoir, c'est que vous êtes optimiste ou alors vous vous dites, on verra bien avec le temps ? On est ultra optimiste. Encore une fois, des énergies locales, on va en trouver. On ne vous a pas détaillé tout le schéma de contractualisation avec les territoires, mais clairement, l'idée, c'est de s'engager pour du gaz ou une énergie locale à un prix défiant toute concurrence et sur des durées, je dirais, à définir. On l'a fait dans le passé, on l'a fait sur Béthune. Si on est là, c'est qu'on est optimiste et qu'on y croit. Ouais.